Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, consacré aujourd'hui à la 9e édition du PIF qui commence dans une semaine et qui cette année dure une semaine. C'est parfait. Du coup, ça se déroule du 11 au 17 décembre au Max Linder Panorama. Toutes les infos sont sur le site. Vous pouvez prendre un pass pour être tranquille ou juste aller aux séances qui vous font envie. Et justement, pour vous donner envie, autour de moi, il y a Cyril Despontin. Coucou. Donc Cyril, qui est délégué général du festival et en charge de la programmation du PIF. Il tient littéralement le PIF sur ses épaules, on peut le dire. Je suis pas très grand. Xavier Collomb. Bonjour. Qui est responsable aussi de la programmation des longs métrages et des courts métrages internationaux avec moi, il faut bien le dire. The best. Ça croit. Il a aussi réalisé l'affiche du festival cette année, donc vous pouvez le féliciter. L'année dernière aussi d'ailleurs. L'année dernière aussi. Et notre invité surprise, c'est François Co. Salut, salut. François, qui est aussi responsable de la programmation des longs métrages, journaliste à Mad Movies et qui est aussi le créateur et l'animateur du podcast Discordia et du site Discordia, donc, que vous écoutez tous, n'est-ce pas ? Donc on va juste faire un panorama, enfin juste, c'est pas rien en fait, le panorama de la programmation de cette 9e édition. Et on va commencer évidemment avec le film d'ouverture. Et c'est François qui va nous en parler. Quel est ce film, François ? Alors c'est Color Out of Space, en première française, un film de Richard Stanley. Richard Stanley, c'est un réalisateur qui est devenu culte pour ses premiers films au début des années 90, Hardware et Dust Devil, qui après a eu une aventure hollywoodienne malheureuse sur l'île du Dr Moreau, dont il s'est fait virer, il y a toute une histoire, tout un documentaire là-dessus que je vous laisse découvrir. Et après il a fait des documentaires justement un peu étranges, un peu new age, ésotérique, mystique, on pense l'avoir perdu quoi. Et en fait ça fait 5-6 ans qu'il développe ce projet d'adaptation de la nouvelle de Lovecraft. Et il y est arrivé, et contre toute attente, le film marche super bien. Il y a vraiment une sale ambiance. Il y a Nicolas Cage, qui notamment dans une scène très des alpagas, je pense que c'est important de le dire. Et c'est le meilleur film de Nicolas Cage depuis Mandy. Alors vous allez me dire, Mandy c'était l'an dernier. Bah oui, mais en Nicolas Cage ça fait quand même 5-6 films. En année Nicolas Cage, c'est ça ? Voilà, c'est en année Nicolas Cage, c'est un peu les années de chien en termes de filmographie. Et oui, non, c'était très 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 bonne surprise. Honnêtement, je m'attendais pas à adhérer autant, à être aussi impliqué là-dedans. Il y a des trucs vraiment poisseux, sales, de body horror que j'avais pas trop vu. Nicolas Cage, Nick est absolument merveilleux. Il y a Jolie Richardson aussi. Enfin, tout le casting et puis même le processus d'adaptation, de trahison de la nouvelle est à chaque fois pertinent et très personnel. Voilà, les gens ont été un peu abusés, je pense, par la bande-annonce qui est tombée il y a de ça 1 ou 2 semaines sur Internet, qui est pas très révélatrice et fidèle au film, je dirais. Donc voilà, venez le découvrir sur grand écran. En plus, je pense que ça va être un petit bonheur. Écran, je confirme que le spectacle est au rendez-vous. Et on peut ajouter que Richard Stanley sera présent en plus. Ouais, Richard Stanley sera présent, et c'est aussi un truc qui est produit par Spectre Vision, qui est la boîte entre autres d'Elijah Wood en fait. Donc ils avaient aussi produit Mandy à l'époque, et ils produisent plutôt des films un peu barrés. On avait déjà passé un film de chez eux qui était Greasy Strangler par exemple. Voilà. Excellent. Et donc l'ouverture c'est le mercredi 11 à 19h30, mais autre nouveauté de cette année, il y aura une reprise dès le lendemain à midi. Donc si vous pouvez pas être là à l'ouverture, mais c'est quand même dommage que vous ratez le magnifique discours de Cyril Despontin, vous pouvez venir le jeudi à midi et vous pourrez voir Color Out of Space quand même. Il sera sur Pornhub le lendemain. Je sens ironique, très cynique. Et juste, il y aura aussi un court-métrage en ouverture que nous avons sélectionné Xavier et moi, et court-métrage dans une ambiance Lovecraftienne aussi. Ah, totalement, ouais. Abyssus, exactement. On va attaquer la compétition, du coup. Donc, tous les films en compétition, il y aura à peu près 2 séances par jour, un peu plus le week-end, il me semble. On commence donc par le premier film, The Hole in the Ground. François, qu'est-ce que tu nous en dis ? Alors, c'est un film qui avait été chaudement recommandé par Cyril Despontin. Moi, je l'ai vu, et comme souvent avec Cyril Despontin, il survend un peu les films. Mais voilà, j'ai trouvé ça vachement bien, très beau, très poisseux. On a un goût de terre, en fait, à la fin du film. Ça veut dire qu'il marche, quoi. Et puis, pour réécrire les textes du programme, je l'ai revu, et je me suis rendu compte que j'en avais oublié aucun plomb, et que le film m'avait marqué, en fait, et j'en ai fait des cauchemars derrière. Enfin voilà, c'est un film qui
qui se vautre dans la sale ambiance. Faut aimer ça. Ça m'a fait penser un peu En Loin, je dis bien En Loin, à Abandonné de Nacho Cerda, voilà, avec cette même approche un petit peu cathartique, pas psychanalytique, mais voilà, un peu métaphorique de l'horreur dans la cellule familiale. Scénarisé par Richard Stanley d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Et puis c'est un premier film, François, c'est un film irlandais. Tout à fait. Qui a été révélé au festival de Sundance cette année. Ce sera d'ailleurs le cas de 3 autres films dont on va parler, je crois, il me semble. Et ouais, donc c'est un film irlandais. C'est le premier film qui ouvre cette compétition. Et moi, ce qui m'avait plu à l'époque quand je l'ai vu, c'est que c'était vraiment du fantastique qui prend pas de pincettes. C'est du fantastique. Voilà, vous savez, mon amour de l'elevated voilà, non, là c'est du fantastique comme on en faisait il y a longtemps et comme on en fait un peu moins maintenant. Et ça fait ce que ça dit ce que ça fait ce que ça dit, voilà, il n'y a pas d'entourloupe, quoi. Vraiment, pour moi, c'est comme ça que j'imagine les films fantastiques, c'est basique, simple, mais ça va à l'efficacité, quoi. The Hole in the Ground, c'est le jeudi à 14h30. L'autre film en compétition, le jeudi 12 à 19h15, pour le coup, c'est The Mortuary Collection, Cyril. Ouais, un film de Ryan Spindle, un film qui sera d'ailleurs, je crois, montré pour la 2e fois au monde. Oula, attention, ça ne rigole pas. Il a été montré pour la première fois au Fantastic Fest à Austin, donc il y a un des plus gros festivals nord-américains de films de genre. Et en fait, c'est un film à sketch qui a la particularité d'avoir été monté sur du crowdfunding. Alors, quand on dit crowdfunding et film, on a tendance un peu à freiner les cas de fer en mode oulala, ça va être un truc un peu cheapos, machin et tout. J'ai dit ça à tous les gens qui font du film en crowdfunding vont me tuer, mais non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, c'est que voilà, on s'imagine un truc forcément à peut-être moins moyen, et maintenant le film a une gueule ouf, il a une pleine direction artistique très très soignée. C'est un film à sketch, comme je le disais, mais contrairement à d'autres, la partie, le liant est aussi bien que les sketchs en fait. Ça me fait penser un peu à Trick or Treat ou à un moins bon film. Comment il s'appelait celui-là avec ah putain, ça c'est des années 2000 ou 90, sorti en salle où pareil le liant était vachement cool, même mieux que les sketchs. Qu'on a passé au pif. Non, qui est sorti en salle il y a 15 ans et tout. Putain, c'est con, je vois pas. J'ai pas assez il y avait d'indices. un mec, il y avait une pièce remplie avec des mecs qui avaient été noyés qui reviennent un peu comme dans Clip Show, qui reviennent dans la maison et tout, quoi. Bon, je pense que les éditeurs, c'est ça, ça leur fait un quiz, voilà. Dites-nous. Voilà, donc c'est un peu comme Trick or Treat et ce film-là, donc j'ai oublié le nom. C'est un film dont le liant est aussi bon que les sketchs qu'il contient. Chose rigolote, les sketchs n'ont pas tous la même durée en fait. Il y a quand même il y a des sketchs très très courts, d'autres beaucoup plus longs. Et voilà, vraiment, c'est bien foutu. C'est très très salant. Enfin, mauvais esprit dans l'humour, c'est assez caustique par moment. C'est très bourrin aussi, très gore. Voilà, j'ai un coup de cœur intégral dès que je l'ai vu. J'ai fait celui-là, il nous le faut, donc tant mieux, on l'a. J'adore les films à sketch. Voilà, et c'est un bon film à sketch, donc voilà, je ne peux que conseiller à tout le monde de venir le voir, mais comme d'ailleurs tous les autres films de la. Ça, je veux dire souvent. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. En compétition, le 13 décembre à 14h30, on a Spiral. Spiral. Qui est donc un film canadien de Curtis David Harder. Donc on est dans la suburban horror parano. Quand vous allez lire en tout cas le pitch, vous allez avoir une impression de classicisme et très honnêtement, quand j'ai découvert le film, ça a été la toute première impression que j'ai eue, qui m'emballait pas tout de suite. Et en fait, très rapidement, je suis rentré dans quelque chose d'autre. Donc en fait, on va suivre un couple homosexuel qui va aller acheter une baraque en banlieue. Et c'est une banlieue qui, à l'époque, avait quand même un peu tendance à être taxée d'homophobie. Et sous couvert d'espoir dans l'évolution des mentalités, ils vont tenter de refaire leur vie là-bas. Évidemment, ça ne va pas se passer exactement comme ils pensent. Et ce type de film, on l'a vu un paquet de fois. L'originalité n'est absolument pas lié au fait d'avoir un couple homosexuel, c'est lié à autre chose, je ne vous dirai pas quoi. Et c'est un film qui est prenant et touchant en même temps. C'est une des surprises du film. Et c'est principalement en fait un film de personnages. Les personnages sont très bien décrits. On est vraiment à fond avec le couple. Et surtout un des acteurs qui est donc Jeffrey Boyer Chapman, qui est vraiment un excellent acteur que vous avez pu voir dans Stargate Universe ou American Horror Story Apocalypse. Lui, franchement, c'est dingue à quel point on peut accrocher à son personnage,
qui joue un personnage qui a eu un traumatisme dans sa vie lié à son homosexualité, qui a du mal à penser qu'il peut être accepté partout. Donc est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, on ne sait pas. Mais on va suivre son périple, son chemin de croix, même littéralement. Et vous allez voir, c'est une bonne grosse claque. Celui-là, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Non mais vraiment, j'ai commencé le film en me disant ouais non mais celui-là sans plus, et en fait j'ai fini le film en me disant putain mais il faut le prendre quoi. Et c'est en fait un truc intéressant, c'est les Vicious Brothers, on va dire ça comme ça, qui ont plus ou moins produit le film. C'est qu'en fait à la base c'était un duo de réalisateurs qui n'ont pas fait des films forcément très inoubliables au début, mais qui au bout d'un moment ont commencé à taper dans l'indé avec des idées très intéressantes. Et on avait passé un film du producteur l'année dernière qui s'appelait What Keeps You Alive. Exactement. Et là, donc, c'est un acolyte qui cette fois-ci réalise et lui produit. Et voilà, donc c'est une sorte de vivier de talents. Ils sont canadiens et c'est très très bon ce qu'ils font. Et juste pour information, j'ai retrouvé le nom du film, c'est Terror Tract. Ah oui. Voilà. Donc Spiral pour commencer l'après-midi du 13 décembre, et pour continuer en fin d'après-midi en compétition à 19h30, il y aura The Wave, Cyril. Il y a des films comme ça, tu sais que dès que tu le vois, il n'y a pas besoin de poser la question aux autres en disant ouais il faut que vous le regardiez, parce qu'en fait pour situer un peu comment on fonctionne, on a vu quasiment plus de 600 films je crois je me trompe Xavier, je me trompe François, non, à peu près je sais plus. Quasiment 600 films. J'ai perdu le fil au bout d'un moment. Il est perdu. Donc on a vu plus de 600 films. En fait, on a une sorte de tableau pour travailler. En fait, on peut pas avoir tous les films plusieurs fois. Et donc en fait, il y a plusieurs niveaux. En gros, un film te plaît tout de suite, tu le valides, et après derrière, faut absolument on le regarde pour vérifier qu'il n'y a pas de souci et tout quoi. Et on le passe à ce moment-là, on le récupère pour le projeter au festival. Des films sur lesquels tu doutes un peu, donc tu attends l'avis des autres, et puis des films sur lesquels tu sais que ça va pas être possible, voilà. Donc pour Spiral par exemple, Xavier, c'était un instant crush, il l'avait directement validé quoi. Et pour The Wave, ça a été le cas pour moi. Je l'ai vu, j'ai fait mais celui-là il y a pas de doute, ça va être un carton en salle, ça va vraiment plaire. En gros, l'histoire d'un gars qui vit de sa petite vie d'avocat d'affaires, il n'est pas spécialement heureux, et un soir il décide d'aller de se lâcher un petit peu. Il va dans une soirée quoi, et il va choper, alors je vous fais très schématiquement, une sorte de drogue qui va un peu altérer sa perception du temps et de l'espace, mais réellement, des fois il va carrément se téléporter dans des endroits différents, il va limite le temps va accélérer, enfin il y a plein de passages comme ça et tout, c'est assez généreux visuellement. Le mec vient de la pub, Gilles Glabin, qui a fait le film, et c'est hyper chiadé visuellement, c'est hyper fun, c'est marrant parce que plein de gens quand ils ont vu l'annonce de la programmation ont fait ah ouais je reconnais pas grand chose, mais c'est ça l'intérêt d'un festival, c'est aussi de pas forcément connaître les talents de demain en fait. Et je pense que quand The Way vous allez le voir, vous allez faire putain ah ouais mortel et tout, et ça va vraiment buzzer. Le film est vraiment hyper fun, hyper accessible, et voilà, donc c'est une première européenne, on est très content. Il avait été montré celui-là aussi, pareil à Austin, à Fantastic Fest. D'ailleurs pour Spiral, Xavier, ça avait été montré uniquement à Fright Fest à Londres. Il a fait beaucoup parler de lui à ce moment-là. Bizarrement, il n'a pas été trop sélectionné, mais je pense que ça va pas mal changer après la c'est sûr. Avec le temps là, parce que c'est un film très fort. Voilà. Donc The Way, voilà, c'est un pur plaisir, c'est de la SF. Il y a des visions dans le film et des trucs, j'avais pas vu ça au cinéma depuis des années, des trucs assez starbés dans la façon dont ils ont travaillé l'image. Donc voilà, je conseille, comme tous les autres films. Putain, je fais que de répéter. Non, mais c'est pas grave. je suis très content. Si t'es content de toi, voilà. Je suis content. On passe au film en compétition le samedi avec François. Donc à 14h30, il y aura The Nest. Oui, en première française, du coup, un film italien réalisé par Roberto De Feo. C'est son premier long métrage tout seul. Il avait co-réalisé un autre film, et là c'est son premier long. C'est un film qui porte 50 ans, je dirais, de cinéma fantastique, gothique, d'horreur sur les épaules, et qui arrive à en faire quelque chose d'assez galvanisant en fait. Pareil, avec une sale ambiance. On est très dans les salles ambiance cette année quand même. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon paraplégique qui vit reclus dans une grande maisonnée avec sa mère qui est limite, elle le joue façon expressionnisme allemand quoi. Il y a quelque chose de très 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 inquiétant dans cette ambiance, dans les rituels, avec les domestiques qui font des trucs assez étrange, il y a des lumières assez envoûtantes. Je pense que sur grand écran ça va claquer. Malheureusement c'est un film que j'ai eu sur mon ordinateur, mais voilà, on met la frustration du programmateur. Voilà. Le film est sorti en Italie cette année en fait. Il a plutôt bien marché en Italie quand il est sorti quoi. Et c'est un film un peu à twist, un peu à révélation, mais en même temps surtout sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Et sur le moment, je me suis dit, bon, c'est correct, c'est un agrégat de plusieurs choses, mais le film me reste. En fait, il y a notamment une relation très particulière entre un petit garçon et une nouvelle domestique qui se crée, que j'ai trouvé assez touchante, assez tendre, assez pudique. Et
comme je le dis dans le texte de présentation, c'est voilà, il devrait y avoir en fait un audit sur la chanson Where Is My Mind des Pixies. Elle a été utilisée à la fin de Fight Club, elle a été utilisée beaucoup de fois au piano dans la série The Leftovers. Maintenant, faudra arrêter. Le film a fait la dernière utilisation de Where Is My Mind des Pixies, je pense. La dernière qui tient la route, vraiment. D'ailleurs, c'est François qu'on n'a pas dit, c'est François qui fait les textes C'est ça. que vous pouvez lire sur le site web et dans le futur catalogue que vous aurez dans les mains. Voilà, et Roberto De Feo, le réalisateur, sera présent à la projection. Et ça fait du bien de voir du film italien parce que Xavier et même François, ça, vu qu'on voit beaucoup de films, on n'en voit pas tant que ça. Et quand on en voit. C'est ça, ça t'accroche. Hein. On ne parlera pas des films qu'on n'a pas pris, mais juste pour exemple, on a vu le dernier Pupi Avati. Un acteur qu'on aime beaucoup, mais là, c'était pas possible. Quoi, donc voilà, il y a une relève et cette relève, c'est peut-être Roberto De Feo. Quoi. Et à 19h30 le samedi, il y a Extraordinary. Alors, Cyril, je me suis gardé les films que j'ai faire. C'est pas compliqué. On a des systèmes de notation sur notre tableau de 1 à 6. Celui-là, j'ai mis 7 sur 6. Waouh. J'ai fondu un boulon devant. C'est tout ce que j'aime, je crois, dans le cinéma. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup au pitch de Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, mais ça va au-delà en fait. C'est donc l'histoire d'une monitrice d'auto-école qui a la capacité de pouvoir parler aux fantômes, aux esprits, et arrive dans la ville en même temps un chanteur joué par Will Forte qui a connu un grand succès dans les années 80 mais qui depuis n'a pas réussi à l'avoir, et il va se passer pas mal de choses bizarres tout autour de cette arrivée et de ces fantômes et tout, et on suit donc plein de personnages différents et avec le point d'ordre cette capacité de voir les fantômes. Et en fait voilà, je ne dis pas trop parce qu'il y a pas mal d'histoires sympas dans le film et tout, mais juste c'est hilarant, c'est très très beau. Les réalisateurs Mike Herm et Edna Lugman sont des clippers à la base, enfin pas des clippers, des plus bas on va dire, et ils font beaucoup de pubs assez décalées, et voilà, et donc c'est leur première réalisation, ils ont scénarisé le film et ils l'ont réalisé. C'est irlandais comme d'ailleurs All in the Ground. Et voilà, et je sais pas quoi Will dire. Forte quoi. Will Forte, voilà, il est énorme dans le film, et mais tout est bien dans ce film. Enfin, je mets un petit billet sur celui-là pour le gagner, parce que c'est pour ceux qui me découvriraient dans le pif, en fait c'est le public qui vote à chaque fois. C'est vrai. Et donc souvent entre nous on se dit celui-là peut-être qu'il a sa chance, celui-là non, machin et tout. Donc des fois on arrive à prévoir le truc, des fois on est totalement surpris. Mais bon voilà, donc Extraordinary, moi j'ai. Et Edna Lugman sera là. C'est vrai, on n'aura pas Mike, on n'aura rien des deux, mais voilà, mais en tout cas on a le réalisateur, et c'est une première française d'ailleurs, tout comme on a dit The Nest tout à l'heure aussi. Voilà. Et donc d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de venir au PIF, les films en compétition s'arrêtent le samedi, mais comme j'ai dit au début, cette année le festival dure une semaine, donc il y a aussi des films en compétition le dimanche et le lundi, donc vous devez venir le dimanche et le lundi pour ces films-là pour voter, puisque justement comme disait Cyril à l'instant, c'est vous qui décidez qui sera le gagnant. Et donc le premier film en compétition le dimanche à 14h30, c'est Vise. François, tu nous en parles? Alors, dit-on Vise ou Vise? Vise. Non, mais je sais pas, je pose la question en fait. Manriki. Voilà, Manriki. Voilà. Déjà, les gens sont paumés. Combien il y a de titres? Du coup, film japonais. On a vu beaucoup de films japonais cette année pour la programmation. Je pense que c'est un euphémisme ce que tu veux dire. Voilà. Moi, je dirais trop. Je peux plus les japonais. Voilà, on va déneuroper un peu. On va continuer à Poucave. On a vu le dernier Takashi Shimizu qui nous a un peu tombé des yeux. J'ai pleuré. On a vu deux Nakata qui était à moitié réussi, et là l'autre moitié c'était quand même dur. Et on a vu de tout, des adaptations beaucoup trop d'adaptations de manga comme d'habitude, mais bon, ça fait partie de l'approche japonaise actuelle. Voilà, et au milieu, Manriki, Vise de Yasuhiko Shimizu, premier long métrage sorti d'un peu nulle part, assez indescriptible, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins une trame autour d'un chirurgien qui pratique la chirurgie esthétique de façon très personnelle, on va dire ça, on va vous laisser découvrir comment. Mais en même temps, voilà, c'est juste un des aspects du film qui est assez perturbant à suivre de façon narrative, qui m'a fait penser beaucoup au premier Sogo Ishii ou Shinya Tsukamoto. C'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais il y a un sentiment d'oppression, de jeu sur le corps, sur le body horror justement, qui m'a fait beaucoup penser à Tokyo Fist notamment. Après voilà, je vous donne des points de comparaison, sachant que le film c'est complètement autre chose, c'est quelque chose de très 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 étonnant. Voilà, enfin même si vous n'adhérez pas au délire, vous pouvez pas nier que le réalisateur a tenté quelque chose, quoi. Quelque chose de nouveau qui quand on l'a vu, on s'est dit tiens, enfin moi quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, il y a quelque chose, il y a un peu comme quand on découvrait Takeshi Miike à l'époque ou Son Notion, il y avait on se dit tiens, il y a quelque chose, et ce réalisateur là, je me dis ça va donner quelque chose pour le futur.
Il sera pas là d'ailleurs. On aura l'acteur principal, Tu veux son nom Takumi Saito, qui est aussi producteur du film. Il y aura Nagano aussi qui joue dans le film et qui est aussi producteur et qui est scénariste. Et chose rigolote, on peut le dire parce que voilà, il y aura. Parce qu'apparemment, je vais expliquer pourquoi après, mais il y aura une équipe de télé japonaise qui va venir et qui va couvrir la projection du film, la première parisienne, la première française du film. Parce qu'en fait, il se trouve que Takumi Saito, c'est quelqu'un de très connu au Japon. C'est lui qui va interpréter le futur Ultraman dans Shin Ultraman, qui est donc la version d'Ultraman faite par l'équipe de Shin Godzilla. Et donc en fait, c'est un peu la grosse rosta. Donc on a quand même du high level cette année. Donc on a Takumi Saito qui vient. Et du coup, là, on a une équipe de télé qui vient, je sais pas combien. Donc venez pas en jogging dimanche à 14h30. Il y a la télé japonaise. Quoi. Beaucoup parce qu'il faut montrer aux Japonais qu'on est présent. Donc donc il y a la télé japonaise qui va venir couvrir ça. Quoi. Donc c'est en tant que fan du Japon et de tout ça. Moi, j'avoue, je suis un peu content quand même. Évidemment. On poursuit la compétition de dimanche à 19h30 avec ICU, Xavier. ICU. C'est toi qui as découvert celui-là. Mais t'es tout le temps amoureux, Xavier. Non, mais moi, ICU, j'étais dingue de ce truc, quoi. C'est, tu sais, quand tu commences à... En fait, pour essayer on a chacun, quand on travaille sur le PIF, nos manières d'appréhender les films. Moi, typiquement, en fait, je ne fais pas de recherche avant. Je prends le film au hasard. Ce qui me vaut beaucoup de déconvenir. Moi, je suis content que tu prends pas mal de merde. C'est ça. Parce moi, j'ai repéré un peu avant, donc je me fais pas trop avoir. Parce que c'est ça, parce que ce fumier, là, Cyril, lui il regarde un peu. Moi, je fais pas. J'avais repéré, j'ai fait ça, celui-là. Alors que moi, j'y vais la fleur au fusil, tu vois. Je fais, allez, tiens, aujourd'hui, ce sera ça. Et très souvent, je tombe pas bien. Et avec ICU, je me suis fait happer en approximativement 5 minutes. C'est très simple. Au départ, tu te fais avoir par la réalisation. Tout de suite, très rapidement, tu vois dans les mouvements de caméra, les cadrages et tout, tu vois que c'est élégant. Tu sais qu'on a quelqu'un là qui a réfléchi. Vraiment, c'est quelque chose de beau. Voilà. Et d'un seul coup, au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte que, en fait, le scénar, il est bien aussi. Et là, tu te retrouves à ce moment précis où les planètes s'alignent et tu fais putain, j'ai une bonne réal, j'ai un bon scénar. Et là, tu fais, mais ça va être super, quoi. Et j'ai pas été déçu, vraiment. Je me suis fait cueillir. Je veux rien dire sur l'histoire. Vous regarderez. Voilà, c'est. ICU, c'est vraiment à voir, vraiment. Donc le réalisateur Adam Randall, vous avez peut-être vu son film High Boy sur Netflix, qui est pas ouf. Voilà. Ça va. Moi, j'ai pas adoré, mais ce n'est pas représentatif de ICU. Franchement, si jamais vous avez entendu parler d'High Boy et vous dites tiens, je vais le regarder avant de voir ICU, non, franchement. ICU, il y a vraiment un gros level au-dessus. Pour le scénariste, qui est donc Devon Gray, c'est un premier scénario. Et ça, pareil, quand j'ai vu que c'était un premier scénar, j'ai vraiment été cueilli, quoi. Il y a beaucoup de bonnes idées, je trouve que c'est bien construit, ça se tient vraiment... Enfin, ça a l'air d'être très bateau ce que je suis en train de dire, mais quand vous aurez vu le film, vous comprendrez à quel point c'est pas du tout bateau que je dise des trucs pareils. Moi, je sur celui-là aussi. Moi, celui-là, c'est mon chouchou pour le gagnant. L'année prochaine, on lance les paris en ligne pour le chocolat. Et il faut savoir donc que le scénariste en question, c'est un acteur qui a beaucoup joué dans des séries, en l'occurrence Flash et Dexter. Le jeune Dexter, c'est lui. Donc c'est assez marrant. Est-ce que tu as dit qu'il y avait Helen Hunt ou pas ? Alors je n'ai pas encore dit qu'il y avait Helen Hunt dedans, voilà, qui joue un rôle qui ne lui ressemble pas. On sait qu'il y a des fans de Helen Hunt, notamment sur le forum de Mad Movies. Il y a aussi on te rappelle, il y a l'homme chien de True Blood aussi. Il y a l'homme chien de True Blood, effectivement. Il dit quelque chose lui et tout. Et après, l'homme chien. En tout cas, vraiment, ICU, gros. Enfin, pour la compétition, c'est mon gros crush de la compète. Bon, c'est dimanche à 19h30, dimanche 15 à 19h30. Le lundi à 14h30, un film chinois, Cyril, Super Me. Super Me, ou dans sa langue natale, Chao Ji Liwo. Un film de Zhang Chong, c'est son deuxième long métrage, mais je crois que c'est son deuxième long métrage ou son premier dans la même année. En fait, je crois qu'il a fait 2 films d'affilée. Et c'est un peu un mec à suivre parce que c'est l'histoire d'une sorte de semi-clochard, Sang Yu, qui essaie de scénariste mais qui n'y arrive pas, quoi. Et un jour, il va se rendre compte qu'il peut, dans ses rêves, il se retrouve dans une sorte de monde bizarre, attaqué par un démon qui a des armes blanches, mais façon genre plein de bijoux, machin et tout. Et en fait, s'il arrive à choper l'arme et qu'il se réveille, il la ramène avec lui dans le monde réel. Et en fait, il arrive à ce cas-là à la revendre. Donc il va devenir super riche. Donc c'est un rise and fall, comme on en a vu plein. Sauf qu'il y a des visions complètement dingues, des effets spéciaux.
Regardez la bande-annonce, vous aurez un petit aperçu. Et encore, la bande-annonce ne montre pas grand-chose par rapport à ce qu'est réellement le film. Et voilà, c'est bien d'avoir des blockbusters chinois que en fait, finalement, on les voit très peu en salle en France. C'est souvent du direct ou Netflix. Celui-là, on a pu le choper un peu avant. Je dis pas qu'il va être sur Netflix, mais en tout cas, voilà, c'est une première française. C'est surprenant parce que oui, on sent les moyens comme on peut voir sur des grosses prod ricaines, mais forcément on est en Asie, donc il y a beaucoup de choses sur le karma, sur des voilà, et c'est très drôle en fait. Ça je l'ai pas dit, mais c'est plus. Alors c'est pas du tout un film de super-héros, ça s'appelle Super Me, mais on pensait que c'était ça à la base, un truc une sorte de super-héros local et tout, mais non, c'est plus un truc sur l'accession à la richesse et qu'est-ce qu'on en fait, et voilà quoi. Et c'est très foufou quoi. Et le deuxième film et le dernier film de cette compétition, donc le lundi 16 à 19h30, c'est Why Don't You Just Die, Cyril. Et donc là, c'est bien que cette année, vous allez voir avec les deux films de la hors compétition, on voyage dans plein de pays. Et là, on va en Russie. Et je crois, si je ne me trompe pas, Xavier, toi qui as de bonne mémoire, c'est le premier film russe qu'on passe au festival, je crois. Je crois, oui. Ouais, me semble-t-il. Pourtant, c'est compliqué parce qu'en fait, on reçoit tous les ans des films russes. Et le problème, c'est que très souvent, on reçoit en fait les derniers blockbusters russes. Donc, je pense que voilà, tout le monde connaît. Des trucs avec des ours et tout, c'est ça? Ça, c'est Guardian, ça. Bah, c'est marrant parce que Guardian, c'était Wildside, et ça aussi, c'est Wildside. Mais voilà, mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que les super productions russes sont souvent très alléchantes. Et au final, quand tu les regardes, bah, t'as pas ce qu'on t'a vendu. Ouais. C'est pas tout le temps le cas, hein, je précise, mais c'est malheureusement assez souvent. Mais là, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film à effets spéciaux, c'est plus un truc à la Guy Ritchie, Tarantino. Alors je dis comme ça peut faire grincer les dents, mais c'est un truc très efficace. C'est un gars qui débarque dans une famille où il y a le père et la mère, et il va pour fracasser le père avec son marteau parce qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Et le film se réserve beaucoup de twists. C'est très violent, c'est très gore, ça fait très mal. C'est vraiment ce qu'on appelle une comédie gore, comme on peut le dire, quoi. Le film se renouvelle constamment. Il y a une esthétique très léchée, on pourrait dire à la Amélie Poulain. C'est un film très fun, fait pour le public. Il a gagné beaucoup de prix du public dans pas mal de festivals où il est allé. Donc j'espère que le public français va kiffer autant que nous, quoi. Et voilà, donc première française et en présence. En présence du réalisateur. Kirill Sokolov, qui vient du coup de Russie pour nous présenter le film. Et on est très content de montrer. En fait, c'est bien, là, vu qu'on a fini la compétition, d'en parler. Il y a plein de styles différents cette année. Ouais. Il y a de la SF, il y a de l'horreur, il y a du bizarre, il y a du fantastique pur. Comédie un petit peu. Ouais, vraiment, il y a du blockbuster. Enfin, on est assez large. On a, finalement, je vais dire des conneries, mais on n'a pas beaucoup de ricains. En fait, on a ICU qui est américain. Mortuary Collection, ça fait 2. The Wave 3, ça fait 3 films américains sur 10. Donc c'est bien aussi de montrer qu'il y a autre chose qui se fait en production internationale. On le sait, les festivals, c'est des fois la seule chance de voir des films comme ça sur grand écran, parce que malheureusement maintenant c'est beaucoup du direct to vidéo, du direct to Netflix, ou du direct to je sais pas trop quoi. Mais... Et quel écran, Max Linder? Et quel écran, Max Linder. Donc vous le savez, c'est l'occasion rêvée de venir voir des films comme ça sur grand écran. De toute façon, vous nous prouvez chaque année, vous êtes contents de venir, et nous on est contents de les montrer. Et voilà, c'est très bateau ce que je dis, mais il faut le rappeler, c'est que des fois c'est la seule chance de voir ces films-là sur un écran de cinéma, quoi. Et concernant la compétition, à noter aussi qu'il y a 2 séances de court-métrage le samedi 14 décembre. Donc une séance le samedi à 11h30, une séance de court-métrage français, avec 6 courts-métrages français sélectionnés par Erwan Chaffio. Et il y aura le jury court-métrage qui sera présent, donc jury composé de Mounia Médour, Jérémy Clapin, Alex Pilote, Lilith Beck-Mézian et Noémie David, qui seront présents du coup pour la projection aussi. Et l'après-midi, il y aura à 17h15 la séance des courts-métrages internationaux sélectionnés par Xavier et moi-même, que nous présenterons. Donc si vous voulez nous venir un coucou, et surtout on a peur qu'il n'y ait personne, donc venez s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, venez quoi. Il n'y a jamais personne. Non, il n'y a jamais personne en vrai. Et souvent, tout le monde dit qu'en fait c'est la seule meilleure séance de tout le festival. Non mais il faut avouer qu'elle est très appréciée et qu'il faut combien vous voyez de films pareil. C'est important de montrer, parce qu'en fait on pourrait se dire c'est un peu paresseux d'une sélection de court-métrage. Non. Combien de court-métrages vous voyez pour en sélectionner on en a vu plus de 600 là, cette année. Plus de 600 cette année. Et là on en a sélectionné 9. Et en fait à l'image un peu de ce que tu disais sur la sélection des longs métrages, c'est très diversifié. Cette année on est très contents. Il y a l'animation, j'ai vu, c'est bien de pas séparer animation de fiction. Mais ça c'est notre credo depuis le début. Pour nous ça fait partie intégrante du truc. Voilà, quoi. Et juste pour revenir sur la compétition des longs, souvent les gens me disent mais pourquoi tel film il est en compétition et pas en compétition? Il y a un truc très commun, vous allez voir, souvent c'est les premiers films en fait. On essaie de mettre des premiers ou seconds films en compétition, et des gens comme Stanley qui n'ont plus rien à prouver
on ne trouve pas l'intérêt de les mettre en compétition. Donc voilà, si on me pose la question, ben voilà, la réponse elle est là. Donc je sais pas vous, c'est pas les courts-métrages souvent c'est des premiers ou des seconds. Non, mais par contre on fait en sorte qu'ils soient pas visibles ailleurs en fait. C'est-à-dire qu'ils soient pas disponibles sur internet ou qu'ils soient pas diffusés. En fait, on veut garder ce côté cinéma. Voilà, vous venez, vous voyez quelque chose d'un peu nouveau. Enfin, il y a une vraie découverte. Oui, puis c'est des nouveautés de l'année. Oui, bien sûr. Voilà. On va commencer du coup à passer en revue tous les films hors compétition, pour le coup, donc les inédits mais hors compétition. On commence avec la soirée d'ouverture où juste après il y aura un film hors compétition. Cyril, c'est un documentaire. Ça s'appelle Archaeologist of the Wasteland, un film de Melvin Z. Alors Melvin Z, on est plusieurs à le connaître parce que c'est quelqu'un qui dans le milieu du cinéma est assez connu, c'est un jusqu'au boutiste, on va dire ça comme ça. Quand il aime quelque chose, il fait pas à moitié quoi. Et il est un petit peu, je crois qu'on peut dire, fan de Mad Max. Non, vraiment, c'est un tueur en Mad Max. Il a été de fois impressionnante en Australie pour rencontrer quasiment tout le monde, mais au lieu de se cantonner à aller voir juste George Miller, machin tout, il va poser des questions à plein de gens pour vraiment avoir les informations venues vraiment des petites personnes, les techniciens, les cascadeurs et tout, pour vraiment avoir l'histoire du film. Et à force d'aller là-bas, il a sympathisé avec quelqu'un qui est encore plus, je crois une fois il m'avait dit, c'est le boss de fin de niveau lui, voilà. Il a un boss de fin de niveau, donc qui est le patron d'un musée là-bas, donc il s'appelle Adrian Bennett, et donc c'est le patron du musée Mad Max 2. Mais c'est pas un documentaire sur le musée Mad Max 2, c'est pas ça le fond du documentaire, c'est jusqu'où une passion peut t'amener. Là il se trouve que c'est Mad Max, mais ça aurait pu être un autre film, ça aurait pu être un autre style, ça peut être, voilà. Et c'est jusqu'où la passion. Le mec était anglais, il a quand même construit chez lui une Interceptor from scratch. Il a trouvé avec des voies qu'il a entièrement customisé et tout, mais c'était pas assez. Il a amené toute sa famille en Australie et ils sont allés vivre dans le coin où a été tourné Mad Max, et il passe son temps à essayer de retrouver des vestiges du tournage. Et en fil conducteur, en fait, il y a je dirais pas quoi, mais il y a la recherche d'un Saint Graal, et qui va servir de fil conducteur tout le long du documentaire. Au-delà de ça, c'est super beau. C'est que Melvin a fait des plans de ouf là-bas. Après, tu veux dire, l'Australie, limite, tu laisses tourner la caméra et t'as des plans de ouf, mais même pas. Il a vraiment soigné sa mise en scène, il a soigné son montage. Son montage, d'ailleurs, c'est Richard Riffaut qui produit aussi le documentaire et qui en avait tué des films de Baudin. Il a fait beaucoup de Tank, les séries télé de Baudin. Il a fait Marianne récemment. Enfin, c'est le monteur attitré de Samuel Baudin. Et donc là, il y a un vrai travail sur le montage, sur l'image. La musique est vraiment top. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très touchant en fait. Et au-delà de ça, si t'aimes Mad Max, c'est un pur kiff. T'apprends plein de choses. Tu vois plein de décors que t'as vus, mais tu les vois en vrai. Et tu vois vraiment la perception. Mais au-delà de Mad Max, c'est plus un film sur la passion et jusqu'où ça va t'amener, quoi. Donc vraiment très très beau. C'est une première européenne. C'est-à-dire que ça aurait même dû être une première mondiale, mais en fait, il est montré. Le moment où je vous parle, on enregistre, il est montré au Japon dans une convention Mad Max assez folle apparemment, et la première mondiale elle a eu là-bas, donc nous on a la première européenne, mais c'est déjà pas mal. Et Melvin Z il sera là, et voilà, donc lui pareil, vous pouvez lui poser 1000 questions sur Mad Max. Il est passionnant à écouter, et surtout il arrive à partager sa passion. Des fois il y a des gens qui ont du mal à faire ça, lui il t'emmène dans son truc et il prépare depuis des années, et normalement ça doit bientôt arriver, une sorte d'ouvrage ultime de référence sur les 3 premiers Mad Max chez Rouge Profond. Donc voilà, c'est un truc qu'on attend tous, hein. Je crois que c'est bien d'ailleurs, François, dans ton texte. Oui. Oui, c'est ça. J'en parlais aux camarades de l'émission Cinéma est mort, et qui me disaient que il y avait beaucoup de matière. Et voilà, il faut qu'il s'accorde sur le volume que va prendre cette anthologie en fait. Voilà. Son problème, c'est de couper en fait. C'est pas tant de produire. Ouais, mais en même temps, ça en vaut la peine. Disons que en fait, il a une jauge pour les 3, et en fait, il a déjà écrit le 1 intégralement, et il doit rester 20 pages, tu vois. Ah oui. Voilà. Et François, on a un autre documentaire le jeudi à 21h30. Oui, Leap of Faith, William Friedkin on The Exorcist, première française là aussi. J'avais laissé William Friedkin et l'Exorciste justement sur un documentaire. On pourrait faire une émission rien que sur ce documentaire, je crois, qui s'appelle The Devil and Father Amorph. Je sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous. Pas du tout. Non. C'est le dernier film de William Friedkin, et en fait où il rencontre un exorciste, et où il filme plus ou moins un exorcisme, mais c'est très bidonné, il est sur, en fait. Netflix, je crois. Peut-être. Je crois qu'il est sur Netflix.
Et c'est un film qui est un peu douteux, en fait, en termes de confection, en termes de production. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi ce film existe. Ce film n'a pas de sens et visiblement bidon. Voilà, donc, quand en plus Cyril m'a dit, il y a un documentaire sur le tournage de L'Exorciste avec William Friedkin, j'ai fait, oh putain, c'est reparti pour un tour. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un film d'Alexandre O'Philippe qu'on connaît. En fait, il s'est fait connaître avec The People vs George Lucas, documentaire sur Star Wars et sa réception plus ou moins bienveillante en fonction des générations et des itérations aussi, et qui est sur une grosse année parce qu'il a fait un autre documentaire en 2019 qui s'appelle Memory: The Origins of Alien, qui est vachement bien aussi. Et donc, ce film-là, qui est en fait une espèce de monologue, ni plus ni moins, de William Friedkin. Il y a juste une fois où on entend une question de Hatterlover, et vous comprendrez pourquoi en voyant le film. Et c'est William Friedkin qui raconte limite trop bien le tournage de L'Exorciste, c'est-à-dire qu'il se souvient de la moindre anecdote, puis quand il veut, en fait, William Friedkin, c'est un conteur absolument incroyable, donc on est porté par ce flot d'anecdotes hallucinants qui croisent mysticisme, spiritualité, coïncidence, hasard, on ne sait pas, le tout avec le regard un petit peu sardonique, toujours avec le petit sourire en coin de William Friedkin, et c'est passionnant en fait, qu'on aime le film ou pas, ça nous le fait redécouvrir sous un jour nouveau. C'est comme écouter Nicolas Boukrieff, c'est genre des gens qui ont envie d'écouter pendant des heures. C'est ça, tu mets juste une pièce et tu fais allez-y. et juste pour information, Alexandre O'Philippe avait présenté le film comme ça à CJS. En gros, il a voulu faire un peu l'équivalent de Hitchcock Truffaut, et il est allé sur une semaine interviewer Friedkin. Ils ont fait ça pendant une semaine, donc chaque jour ils abordaient un truc, et là ce qu'on voit c'est le montage condensé de ces 6 jours entiers d'interview, donc vraiment il n'y a pas de gras quoi, c'est du bonheur ce documentaire. C'est pas compliqué. À CJ cette année on est tous sortis ravis de la projection, on s'est dit putain c'est mortel, et je crois que j'ai vu de mieux à CJ cette année quoi. Il faut imaginer le meilleur commentaire audio, le commentaire audio de tous les commentaires audio, avec une foule d'anecdotes. Et des images. Friedkin est quelqu'un d'extrêmement érudit, donc qui fait des liens entre photo, peinture, musique. C'est une leçon de cinéma. Voilà. En fait, on a une blague, Véronique a dit un truc juste, c'est qu'en fait, il y a aussi des images, parce qu'il a eu accès à toutes les archives de Friedkin. Oui. Friedkin, vas-y, sers-toi. Donc, on a des trucs qu'on n'a jamais vus et tout. C'est assez ouf. Et d'ailleurs, Alexandre O'Philippe sera là. Et voilà. Si personne ne voit quand tu me pointes du doigt, Cyril. Donc, il sera là et il nous racontera du coup l'envers du décor de ce tournage un peu foufou quoi. En parlant de foufou, Xavier, le film suivant. C'est le samedi à 14h à 22h. Alors, très honnêtement, vous tous là qui nous écoutez, là, vous avez lu tous les résumés et tout machin. Et de toute la prog, il y a un film où vous vous êtes dit, ouais, celui-là, je suis pas sûr, celui-là, il me dit pas, un bœuf fou, machin, film indien, blablabla, ça a pas l'air terrible et tout machin. Et ce serait un tort de pas voir ce putain de film, c'est un putain de film. Ça s'appelle comment ? Jalikatou. La chanson, enfin une chanson. Non mais vous vous rendez pas compte de la claque. C'est très simple en fait. Donc Cyril, François et moi-même avons chacun vu le film et on s'est tous dit que c'était une putain de claque. On s'est tous dit, on veut le voir sur l'écran du Max Inverse. Mais c'est ça, non mais on veut, voilà. Globalement, ce film-là, peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que si, on sait pas. Mais quoi qu'il arrive, dites-vous un truc, ce film-là, on l'a programmé juste pour nous faire plaisir, à nous tous les trois. Parce que dites-vous qu'on a déjà vu le film, on n'a qu'une envie, c'est voir ça sur un écran géant. C'est un film dingue, Alors attention, c'est aussi un film assez particulier. Donc c'est réalisé par Lilo José Pellicetti. C'est un réalisateur du cinéma Bollywood, donc tourné en langue malayalam. Je vais y arriver. Je savais pas qu'il y avait une différence entre. En fait, il y a plusieurs différenciations en fait pour le cinéma indien. Hollywood aussi. Voilà, par exemple. Pour le tamoul, c'est ça ? Oui. Tu vois. J'ai compris. Et en fait, Lilo José Pellicetti, c'est un réalisateur extrêmement particulier parce que c'est en fait la fusion parfaite entre le cinéaste expérimental, on parle d'un véritable auteur qui a une patte extrêmement particulière. Par exemple, il a une manière bien à lui de narrer ses films, mais en même temps croisé avec une sorte de ok, peut-être que le mot est un peu fort, de Cécile B2000 indien, pour ce côté grandiloquent, bigger than life et tout.
c'est la croisée de ça donne quelque chose de vraiment étrange. C'est une expérience. Jellicatou, c'est pas un film, c'est une expérience, c'est une putain d'expérience. Pour vous dire, l'ambiance d'un film d'horreur en fait. C'est l'ambiance d'un film d'horreur pour un film qui n'est pas un film d'horreur, mais qui est autre. Pour vous donner une idée, ce mec s'est fait connaître, en tout cas dans le cinéma indien, parce que pour le film Angamali Diaries, il a réussi un exploit qui est quand même de réunir 90 acteurs qui étaient, je crois, pas professionnels du tout. Et à un moment dans son film, il a fait un plan séquence de 11 minutes avec ces 90 acteurs qui est resté dans les mémoires. Donc pour vous dire que le mec, il maîtrise. C'est un montage de fou, c'est des cadrages de fou, la lumière, elle est dingue. La musique, c'est... Les 7 premières minutes, c'est le moment de cinéma le plus incroyable. Le film pour je vous jure, vous avez l'impression que j'en fais des caisses, mais ce truc-là, c'est dingue. Je crois qu'on a tous fini, on se met des petits commentaires dans les cases, on a tous fini par « on veut voir ça sur grand écran ». Point barre, c'est tout. Venez le voir sur grand écran, c'est dingue. Et je sais pas si on aura le temps de voir les 16 minutes, puisqu'à minuit, donc juste après, il y a un autre film. Tu voulais dire autre chose? Je crois que François a vu les autres films du réalisateur. Ah. Ça, c'est ma soirée, en fait, le samedi. Jellicatou, t'as vu les autres films du mec pour... oui. C'est très, très, très étonnant. Il y a la scène d'Angamali Diaries dont tu parlais, mais il y a aussi, en fait, un autre film qu'il a fait avant, en 2013, qui s'appelle Amen, où il développe un petit peu ce style, justement, de suivre la vie d'un village de façon très, très hachée, syncopée, saccadée, musicale, finalement. Dans Amen, il y a des séquences chorégraphiques, comme dans les films indiens. Toutes les séquences sont en plan séquence. C'est un truc hallucinant où t'es vraiment emporté. T'as ce plan dont tu parlais, Xavier, dans Angamali Diaries, et il y a surtout, en fait, en 2018, le mec a enchaîné les films déments, en fait, parce que les 2 films dont on vous a parlé, c'est quand même quelque chose. Et il y a un film qui date de 2018, Imayo, ça s'appelle. C'est un peu dans l'ambiance de Jellicatou et de Angamali Diaries, mais ça parle du deuil très 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 compliqué qu'il y a eu dans un petit village du sud de l'Inde, et c'est... Visuellement, c'est une tarte, mais à chaque plan, les acteurs, je sais pas comment il fait, parce que dans les films indiens, c'est quand même un écueil, mais qu'on retrouve un peu dans tous les cinémas, mais il y a toujours des légèretés de jeu, on va dire, pour rester prudent et poli. Dans les films de Pellicetti, les acteurs sont tous saisissants, quoi. Il y a quelque chose d'incroyable. Dans Imayo, ça atteint des sommets qui ne sont que dépassés par Jellicatou, je trouve, qui, comme vous l'avez dit, est... mais c'est saisissant, quoi. Moi, ça a été un des trucs les plus fous que j'ai vu au cinéma cette année, quoi. C'est une expérience. Wow, c'est une expérience. Pour vous dire un truc, même si ça ne vous plaît pas, si vous n'aimez pas le film, quoi qu'il arrive, il va vous rester en tête. Mais c'est une promesse. Et on l'a mis le samedi soir, c'est un risque, je trouve, mais fuck, quoi. Ouais. Non, et du coup, François disait que c'était sa soirée parce qu'il y a à minuit. Quoi donc, François? Ah là là. Je rigole d'avance. Allez, vas-y. Alors ça, c'est un peu qui tout double. Non, mais enfin, on a fait le pitch juste pour pouvoir passer ce film-là un jour, François. Oui, bah écoute, voilà, c'est réussi. Disons que j'ai regardé la première minute, j'ai fait tu m'intéresses, film, continue. Les 2, 3, 4 premières minutes, j'ai fait ok, j'ai envoyé un message en fait à tout le monde en disant arrêtez ce que vous êtes en train de faire, regardez ce film. C'était le nom d'ailleurs, on n'a pas dit le nom du film. Alors c'est Bullets of Justice, parce que le personnage principal s'appelle Justice. Je trouve ça très, très drôle en fait. D'accord. Voilà, non mais ça donne bien l'esprit du film. C'est réalisé par Valérie Milev, c'est un film Kazakhstan. Je commence à en avoir un peu marre, je sais pas vous, mais vous j'imagine aussi, de tous les films un peu méta second degré, coup de coude, Iron Sky, Kung Fury, les trucs comme ça. Oh oui. Là, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, il y a Danny Trejo notamment qui fait une apparition, ce qui est très 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 bizarre dans un film kazakh. C'est pas toujours bon signe, Danny Trejo. C'est ça qu'on l'a pas trop mis dans les promos parce que c'est pas représentatif du film. Et je vois que les gens pensent c'est encore un DTV pourri avec Danny Trejo. Oui, voilà. On l'a pas trop mis en avant dans le. Mais il se fait des gommes. Bon, il est en gros sur la fiche, mais au bout de 10 minutes. Voilà, donc ça c'est réglé. Et le film, c'est d'une connerie mais abyssale, en même temps avec un côté un peu second degré, mais en même temps qui y va à fond. C'est l'enfant bâtard monstrueux kazakh de Team America en fait, mais avec plutôt un humour à la South Park, c'est-à-dire que c'est une guerre des hommes contre les hommes cochons. Il y a des hommes cochons qui ont un cul à la place de la bouche et qui sont appelés les frères Assaul. Voilà, enfin c'est pour vous donner une idée un peu de l'ambiance, hein, que vous soyez pas surpris, mais
ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui allait aussi loin dans la connerie cosmique et qui arrivait à le tenir d'un bout à l'autre. En fait, après Puppet Master la dernière, il fallait trouver un film. Il fallait trouver encore plus débilos. Mais c'est très drôle, hein. C'est pas du débilos comme tu disais, genre juste nul. On en a vu des films comme ça qui se veulent drôles et putain. On se dit souvent encore un truc qui se veut drôle et qui ne l'est pas. C'est ça, ouais. Des sous Shaun of the Dead, on en a vu des milliards, quoi, des mecs qui veulent faire du Edgar Wright. Là, faut arrêter. Faut arrêter. Et là, ça ressemble qu'à lui-même. Et comme tu dis, ça pourrait être un film de Trey Parker et Matt Stone de South Park. Ça pourrait être un film qu'ils ont fait eux parce que c'est le même niveau d'exigence dans l'humour et dans le débilos, quoi. C'est un peu trauma aussi. C'est le bon trauma, attention. Mais après, on peut entendre tous les arguments. C'est-à-dire, oui, effectivement, l'image n'est pas très belle, mais en même temps, c'est volontaire. Le scénario est con, mais en même temps, c'est la démarche. Les acteurs jouent mal, mais bah oui, forcément, ils jouent mal. T'as vu ce qu'ils jouent en même temps. Mais c'est, je sais pas, moi, ça a été un bonheur. Si dès la scène d'intro vous percutez pas ce qu'on a percuté, peut-être limite sortez de la salle parce que. Ouais. Mais normalement, la scène d'intro, vous allez dire, ok. C'est pas pour vous. Non, en 2 secondes, François, j'ai regardé la scène d'intro, j'ai fait c'est bon. Pas besoin d'aller plus loin, je prends le film. Et quand je l'ai vu, j'ai fait de toute façon, ça confirmait ce que je pensais, mais voilà, les mecs sont très 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 bons. Hein. Je pense que ils vont donner des bonnes choses après. Là, c'est un film qui était pareil crowdfundé. Ils ont tourné un premier truc, après ils ont rajouté des bouts. Enfin, c'est un film qui a été fait sur une longue période, mais il y a des films comme ça qu'on adore, comme Bad Taste, qui ont été faits sur des longues périodes aussi. Et voilà, donc c'est une première française en plus. Première française, ouais. Et c'est la séance de minuit du samedi. Mais il faudra quand même se lever le dimanche, puisque le bestiaire du PIF continue avec The Pool, Xavier. The Pool. Ah là là, de Ping Lumpraloeng. Et scénario du même monsieur. The Pool, comment je pourrais vous décrire The Pool ? C'est la loi de Murphy poussée à l'extrême de l'extrême de l'extrême. Voilà, c'est un film assez étonnant parce qu'en fait on part tout de suite sur un film qui est très typé c'est une sorte de croisement entre un high concept et Attaque animale. C'est un film thaïlandais, t'as pas précisé. Oui, c'est un film thaïlandais qui a tous les atours du petit film de malin, sauf que le vrai coup de génie, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une idée où en fait on va rester purement sur ce high concept. On va vraiment aller au bout du bout de la chose, à un point tel que même à un moment la crédibilité est même sérieusement mise à l'épreuve, et étonnamment c'est ce qui va donner toute la force à ce film. Il y a un moment on se dit mais jusqu'où le truc va aller, c'est absolument fou quoi. Tu te dis mais ok non jetez plus, ah si t'en jettes encore, si non mais là c'est bon, encore et tu passes tout le film comme ça à dire ah ouais ok si tu veux. Et il y a quelques scènes, ça va hurler dans la salle. C'est un film fait pour être vu à plusieurs. C'est un film, c'est un vrai pur film. C'est le ride de festival. Moi, je l'ai décrit comme ça aux autres. C'est un pur ride de festival. C'est un truc. Qui sont les autres, Xavier? Les autres. On veut savoir. Et y compris François. Tu vois les overs dans Lost. Bah voilà. Et du coup, c'est un film en fait qui va vivre avec le public dans la salle. Donc à partir du moment où le public va être à bloc, ça va être génial quoi. Ça va être... Franchement pour moi si tout le monde a vu Bullet of Justice la veille au soir et défoncé le dimanche matin à 11h et bien voir The Pool, ça peut être très très drôle. Non mais franchement ça peut être une des meilleures séances vraiment physiques du festival. Et sa place n'est pas un hasard. Le dimanche matin à 11h, ça fait depuis 3 ans qu'on essaie d'instaurer. Alors au début c'était pas fait exprès, mais au bout d'un moment on s'est dit quand même c'est plutôt pas mal d'essayer de mettre des films un peu feel good, un peu sympa, un peu plus légers mais qui font plaisir. Le dimanche matin ça a été Survival Family il y a 2 ans que beaucoup de gens se souviennent. Ça a été The Man Who Feel No Pain que beaucoup de gens ont apprécié aussi l'année dernière. Voilà. Donc l'idée c'est de se dire voilà, le dimanche matin c'est la sucrerie, c'est le cocooning, tu viens avec ton duvet tu te poses devant ça. Enfin là le duvet il va sauter hein. Voilà. Là ça va hurler que les autres années, c'est un peu moins léger mais c'est le film du dimanche matin et c'est une case on l'a pas appelé la case du dimanche matin, ça reste un film en compétition mais voilà, et j'ai essayé de trouver depuis là, on a un petit moment à trouver le bon film. Des fois je pensais que ça allait être un tel et puis au bout d'un moment je sais ça va être The Pool, c'est évident et voilà quoi. Film qui a beaucoup. C'est un des films qui était à Austin.
qui était à Austin, et à Austin il a eu le prix du film le plus drôle à regarder avec un public. Je sais pas comment on arrive à définir un prix pareil, comment on le quantifie, mais bon. Non, mais en même temps, pour The Pool, je trouve que ça se justifie. C'est vrai. Ouais, ça m'étonne pas. Du coup, le dimanche commence avec The Pool et se termine avec Gundala à 21h30. Gundala, alors effectivement, je pense que beaucoup de personnes connaissent mon amour pour Joko Anwar. Voilà, donc j'en avais déjà parlé dans un pifcast, je ne sais plus lequel exactement, j'avais parlé de Satan's Slave. Potentiellement, vous connaissez peut-être Modus Anomaly, qui était donc sorti par Fridolfin et passé au pif. 2012 au pif. Voilà. Donc en fait, Gundala, c'est un film de super-héros, mais attention, on parle d'un film indonésien par un réalisateur qui a mis dans ses films, surtout dans ses derniers films d'ailleurs, il fait une grosse mise en avant de la mythologie indonésienne, ce qui est d'ailleurs une des choses que je trouve assez passionnante dans son cinéma, en tout cas dans Satan's Slave, et bientôt je vais voir un petit gore et je frétille. Voilà. Okay. Bref, pour revenir à Gundala, il s'agit donc d'un comics qui a été créé par Arya Asmi Suraminata en 69, qui a déjà eu une adaptation en 1981 qui s'appelait Gundala The Son of Lighting, et qui est une proposition, je trouve, vraiment intéressante comparée à l'hégémonie américaine actuelle. On a quelque chose de plus... Si Edgar Wright avait fait son Ant-Man, je pense qu'on aurait peut-être eu quelque part une ambiance un petit peu équivalente. Voilà, quelque chose de généreux, d'honnête, de pur, je trouve, quelque part. Alors, on ne se le cache pas non plus, Joko Anwar, c'est un bourreau de travail. C'est un monsieur qui aime penser ses films à l'avance. Donc, avec Cyril, comme on l'a rencontré, c'est véridique. Hein. Et en fait, il est comme nous en fait, hein, d'ailleurs. C'est un totalement fan de fantastique. Et, il achète des DVD comme nous. Enfin, il a vraiment ses potes d'autres potes, mais en Indonésie. Pour vous dire, pour la petite histoire, à un moment, on a fini avec lui aller faire des petites boutiques pour aller récupérer des vieux films d'occasion qu'il pouvait pas trouver en Indonésie. C'était super drôle. Il avait fini à chercher des musiques russes de cœur pour un prochain film. C'était très marrant. Enfin bon, bref, en tout cas, Gundala, c'est le premier film d'une série de 8 films, puisque évidemment, ils vont commencer un univers étendu. Et en fait, le dernier film qui est censé sortir en 2025 devrait s'appeler Patriots. Et la boîte de production a en fait racheté les droits d'un paquet de personnages de comics indonésiens, donc il y en a à peu près 1 millier. Et ils vont vraiment essayer de créer un univers cohérent à travers ces 8 films. Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Le film n'est pas encore sorti en Indonésie, par contre un petit gore est sorti, et comme pour Satan's Slave ça a été un carton monstre, mais en fait Joko Anwar c'est devenu vraiment le nouveau Golden Boy là-bas. En fait, quand on a lancé la programmation, j'ai vu qu'à Gundala il y a plein de retweets et tout. En fait, j'ai vu qu'il avait 1,5 million de followers Joko, donc en fait c'est la grosse resta, et pourtant il est tellement et il sera là, Joko sera là, Joko, on est content. En fait, Joko c'est aussi quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a déjà eu quelques petits problèmes avec la justice à cause de ça, mais qui à un moment il avait fait un pari, je sais plus exactement pourquoi, il avait dit que s'il arrivait, je sais plus, à tant de personnes qui venaient voir son film, machin, il allait se trimballer à poil dans un supermarché. Effectivement, c'est pas passé, quoi. Mais il l'a fait, il l'a vraiment fait. Et ça a un peu forgé une sorte de légende autour du perso. D'accord. Donc, certes, nous on parle beaucoup du réalisateur parce que c'est quelqu'un de très sympathique, mais voilà, c'est une vraie alternative au cinéma américain. C'est une vraie proposition. Il y a de la fight. Vous retrouverez surtout en fait aussi C.C. Parif Rahman que vous avez déjà vu dans John Wick Parabellum, entre autres, The Raid 2 aussi. Voilà, c'est quelqu'un, vous allez voir. Et le film m'a fait beaucoup penser dans sa générosité à du Choyark en fait. Carrément, et en l'occurrence à Black Mask 2. Ouais, Black Mask 2, mais c'est Black Mask 2 sans les CGI dégueux en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est le dimanche à 21h30 et c'est une première européenne quand même. Tout à fait. En présence de Joko. Voilà. Autre documentaire dans cette sélection hors compétition, Cyril. Eh bien en fait, je suis content de proposer au festival Phil Tippett, Mad Dreams and Monsters de Gilles Penseau et Alexandre Poncet. C'est un peu les habitudes du festival, et j'ai calculé, en fait, tous les 4 ans, depuis le début, ils sont venus. C'est-à-dire qu'en 2011, la première édition, ils étaient là avec documentaire sur Harryhausen. En 2015, avec Frankenstein Complex. Et
du coup, alors c'est 3 ans du coup, en 2019. Ah, merde, non, c'est en 2004, en 2019, ils sont là avec Phil Tippett. On n'a pas pu le montrer l'année dernière parce que le film était pas encore totalement loqué au niveau des droits, des choses comme ça et tout. Il a été montré une première fois à Gérardmer, juste après nous d'ailleurs, en janvier 2019. Mais c'était une version pas totalement finie. Là, depuis ça, le film a atteint son montage final et tout. Il a été montré d'ailleurs chez nos confrères de Strasbourg au FEFS, là en septembre dernier. Et du coup, nous, on est très content de pouvoir proposer la deuxième projection, on va dire, du montage fini en France, en présence de Gilles Penseau et d'Alexandre Poncet, et toujours dans leur volonté de rendre plus accessible et de faire connaître ces artisans de l'ombre. Cette fois-ci, c'est le génialissime Phil Tippett qui a droit à son documentaire entièrement sur lui. Donc on le voyait beaucoup dans Frankenstein Complex, c'était un personnage très présent, mais là, c'est que lui. Et en fait, comme il a bossé que sur des films qu'on adore, bah du coup, ça parle que des films qu'on adore, on apprend plein de trucs. Pêle-mêle, Starship Troopers, les Star Wars, Jurassic Park, Robocop, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc on apprend plein de choses, ça suit la chronologie, on voit les premiers films quand il était enfant en stop motion. Il parle de son métier, de comment il a su s'adapter, il y a un peu de mélancolie, mais c'est un film à l'image de son personnage principal, un film touchant, drôle et passionnant. Et je trouve que Gilles et Alexandre ont vraiment pris du level à chacun de leurs documentaires. Forcément, le premier, c'était fait avec comme ils pouvaient, mais c'était déjà pas mal. Frankenstein Complex, c'était vraiment impressionnant. Et là, il y a beaucoup d'images d'archives, il y a beaucoup dans Phil Tippett, il y a beaucoup d'extraits, tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment, je suis super fier d'eux parce qu'ils ont vraiment, ça tue quoi. Et là, j'ai pris un pied d'enfer dans ce documentaire-là, et c'est ça aussi la volonté du PIF, c'est aussi tout comme pour l'Exorciste, c'est de montrer qu'on peut aussi parler du médium, des films qu'on aime, mais sur une autre facette. Et c'est vrai que ces gens-là, les créateurs de monstres, on les met jamais trop en avant, et pourtant ils font partie intégrante de ce qu'on aime dans ce cinéma-là, et c'est eux qui ont permis ça. Donc, parce que ce qui plaît, c'est pas que un animateur, c'est aussi quelqu'un qui fait les designs. On va voir comment ils travaillent à la fois en 2D, en 3D. Enfin, vraiment, c'est très très beau documentaire, mais j'en attendais pas moins des deux larrons. Et ça, c'est le lundi à 22h. Un film d'animation hors compétition, Xavier ? Tout à fait. Donc, il s'agit de Ride Your Wave de Masaki Yuasa. Alors, déjà, on va passer par tous les fans de cinéma d'animation ou de séries d'animation. Vous savez tous qui c'est, Mind Game, qui est passé au PIF. 2015. Qui était, comme dirait Cyril, un énorme claquage de beignets. Surtout dans la grande salle du Grand Rex et tout, c'était quand même quelque chose. Mind Game, c'est génial, c'est absolument génial. C'est aussi Devilman Crybaby, Space Dandy, Tatami Galaxy. Enfin voilà quoi, là si vous aimez le cinéma japonais, si vous aimez l'animation japonaise, vous savez qui est le monsieur, j'ai pas besoin de vous le vendre, vous avez envie de voir son dernier film. Voilà, point barre. Pour ceux qui sont allergiques à l'animation japonaise, et je sais qu'ils sont nombreux à venir au PIF... Ouais, j'entends des fois ils nous disent ça, je vais pas y venir et tout. Oui, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage, parce qu'en fait, là, on a en fait un film qui va être un vrai film fantastique, qui va parler d'une magnifique histoire d'amour, et le réalisateur, c'est un réalisateur un petit peu foufou dans sa tête, et qui va vraiment avoir des idées bien tirées par les cheveux. Il y a une énergie, voilà. Pour moi, Masaki Yuasa, c'est, si je devais résumer, ce serait énergie. Il arrive à toujours avoir ce trait très pur, je trouve, dans les dessins de ses œuvres. Il y a un côté très épuré, et qui, grâce à ce côté épuré, va arriver, je trouve, à vraiment bien retransmettre cette énergie, cette folie. Et du coup, Ride Your Wave, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher, quoi. Vous allez en prendre plein les yeux. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je sais que beaucoup de personnes qui n'aiment pas le cinéma, l'animation japonaise ont tendance à se dire que c'est un peu chiant, c'est un peu c'est un peu chichiteux, machin. Là, vraiment, c'est un beau ride. Voilà, on peut pas souvent le dire, mais c'est un beau ride. Vous aurez la musique dans la tête toute la journée. En plus, c'est un des derniers films de la journée. Pas du tout, c'est le mardi à 4h30. Parce que c'est le mardi à 14h30. Hors compétition, il y a aussi une séance très particulière qui est la séance interdite. C'est le vendredi 13 décembre à 21h30. Et quel est le film interdit cette année ? Mope. Alors, Mope, vous ne savez pas ce qu'est un Mope. Vous voulez pas le savoir. Moi, je sais pas. Alors, en fait, nous parlons donc d'un film qui se passe dans le milieu de la pornographie aux États-Unis. Il s'agit d'un film qui est tiré d'un authentique fait divers, à la fois glauquissime et parfaitement ridicule.
et qui va donc nous narrer les aventures de deux maupes dans le cinéma pornographique. Le maupe est en fait le degré zéro du figurant d'un film pornographique. C'est celui qu'on demande juste en tant que résidu d'éjaculat. C'est le second couteau des figurants dans un boucaquet, celui qui va juste sortir sa queue pour gicler. Voilà. On a l'image. Xavier, you had me at éjacula. Voilà, le film est extrêmement étonnant. Je sais plus lequel d'entre nous l'a vu en premier. C'est Cyril. Je vous l'ai tweeté, j'ai dit les gars, arrêtez tout ce que vous faites, regardez Maupe. Ça c'est véridique, il nous a chopé comme ça, il nous a teasé à mort. Je crois que toi tu n'étais pas, mais François l'a regardé quasiment en même temps que moi, mais il était en décalage. Il t'as vu ça, fait ouais j'en suis. Et moi, parce que bon du coup on se parle en hangout et tout pendant qu'on regarde les trucs et tout. Puis moi je les voyais et tout, je fais putain ça a l'air bien leur truc. Non mais vas-y regarde-le, vas-y maintenant regarde-le. C'est super sympa. Mais voilà, et tu commences le truc et tu fais putain c'est cool et tout, c'est marrant, c'est fun et tout. Franchement la première scène du film, moi je n'ai qu'un rêve, c'est voir l'ensemble du public scander ce chant énergique que les maupes vont sortir pour se donner du courage. Voilà, ça c'est mon petit kiff. Et ce film beau, drôle et tout, va petit à petit virer vers quelque chose d'extrêmement sombre, de dur. C'est une putain de claque dans la gueule, vraiment. Non, vous allez pas voir un film fun, je tiens à vous le dire tout de suite. Et on va pas voir du porno non plus. Si, vous allez voir du porno. Enfin, vous allez pas voir des zizis dans des foufounes, je vous rassure, mais non, vous allez voir plein de techniques voilà. sur les scènes pornographiques. C'est un premier film et en acteur principal, nous avons donc l'acteur que vous avez pu voir dans Misfits. Voilà, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Nathan Stewart Jarrett, voilà. Qui était dans Utopia aussi. Qui est un super acteur, vraiment. C'est à chaque fois que je le vois, je me dis, il arrive toujours à choper des rôles qui sont un peu durs, parce que même dans Misfits, il avait ce côté un petit peu fumier quand même par moment, et là il a un rôle parfaitement antipathique, mais il arrive à être attachant en même temps, c'est assez fou quoi. Il est incroyable. Les personnages sont dingues, il y a un petit caméo de David Arquette particulièrement savoureux, vous verrez. Et voilà quoi, Maupe franchement c'est à ne pas rater, c'est vraiment une grosse claque. Pour ceux qui avaient aimé Ouija l'année dernière, c'est un petit peu... cet impact, je vais pas dire ambiance, c'est pas le même style de film, c'est ce truc qui va vous cueillir et qui va vous faire mal. Voilà quoi, Maupe c'est à ne pas rater, vraiment. Et on a la chance, oui François. Il y avait une critique très juste qui disait que c'était le meilleur feel bad movie de l'année. Mais c'est tellement ça, c'est tellement ça quoi. Et on a la chance d'avoir le producteur Kelly Hayes qui va venir nous parler du film. J'ai beaucoup parlé avec lui à CJ, c'est un mec passionnant qui vient à la base, il bossait pour les majors et tout, puis il en a eu ras-le-bol, et il se lance dans le cinéma indépendant, et pour une de ses premières réalisations, enfin production, c'est assez marquant. D'ailleurs, c'est rigolo, mais un des producteurs de film, c'est B.P. Cooper. C'est le mec qui avait réalisé Time Lapse qu'on avait passé il y a quelques années, un film indépendant qui nous avait beaucoup marqué aussi, quoi. Et juste un tout petit mot, la musique est faite par Jonathan Snipes. C'est lui qui a fait la musique de Starry Eyes qu'on avait passé aussi il y a quelques années, qui était une super musique, et qui a fait des musiques des documentaires de Route 237, tout ça, Ron Archer, le réalisateur. C'est lui qui fait, voilà. Donc c'est un très bon compositeur, c'est plein de gens talentueux, c'est vraiment un film indé, ça a été montré à Sundance cette année, ça fait beaucoup parler de lui, c'est un film indé très précieux, très... Voilà, et on est très content de proposer la première française du film. Voilà, et juste un petit détail en plus que j'avais lu qui était assez marrant, c'est qu'en fait sur les projections qu'il y avait eu, il est passé à Sundance, le public féminin a généralement eu beaucoup de mal à apprécier le film à chaud, on va dire. Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait le réalisateur a pu en fait avoir des avis un peu plus espacés dans le temps, et en fait ces mêmes personnes qui avaient un peu tendance à avoir pris le film vraiment dans la gueule et à avoir un peu conspué, finalement sont revenus vers le réalisateur pour lui dire que non, en fait franchement le film était vraiment bien quoi. Donc il y a un côté qui fait mal, mais
fait Voilà. du bien. C'est un vrai bon film, vraiment, quoi. Qu'à cette séance. Puis Oui, vas-y. la pornographie, c'est un sujet qui est quand même assez important en fait dans notre société, et rares sont les films qui l'attaquent vraiment de front et qui montrent justement l'impact que ça a pu avoir sur les générations qui y ont accès en permanence. Et voilà, comme je le mets dans le texte, il y a eu Destricted de Larry Clark à la limite, mais encore c'était un documentaire. Là c'est non, ça prend le sujet à bras le corps, ça a la bonne distance. Moi j'avais un peu peur du côté scabreux, complaisant justement dans la représentation de l'univers pornographique. C'est assez juste. C'est pas flatteur, parce que voilà, ça regarde les choses en face, mais c'est passionnant, puis même esthétiquement, le film est assez incroyable, quoi. Ah, il y a vraiment des super scènes, quoi. Et donc ce sera le vendredi 13 à 21h30. On va passer maintenant à notre panorama des séances cultes. Donc c'est une reprise de films un peu plus anciens que nous rediffusons au pif. On commence en fait dès le jeudi à 9h avec Rencontre du troisième type. Donc Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, bien sûr, un film de 1977. Donc je pense que rien que pour le voir sur l'écran du Max Linder, ça vaut le coup de venir à 9h un jeudi. Rencontre du troisième type, voilà, quoi. Je pense que tout le monde l'a vu, ça on est d'accord, mais combien l'ont vu sur grand écran? Et même pour ceux qui l'auraient vu sur grand écran, combien l'ont vu sur l'écran du Max Linder? Franchement, voilà, on va se parler franchement, comme on connaît tous le film. Qui n'a pas envie de voir la fin de Rencontre du troisième type sur un putain d'écran comme celui du Max Linder? On a tous envie de voir ça, voilà, point barre. C'est un des très grands Spielberg. Richard Dreyfuss, il est impérial. Voilà quoi. Truffaut, pareil. Enfin, voilà, je peux pas dire beaucoup de choses sur ce film. C'est un chef-d'œuvre et c'est une des rares séances du PIF où on peut venir en famille. Donc, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une séance scolaire. Ouais, voilà. Ouverte au public. Ouverte au public, bien évidemment. Il y aura plein d'enfants à l'orchestre. Donc si vous en avez, vous pouvez les amener du coup. Après c'est le jeudi matin à 9h, donc il faut prendre une journée. Enfin, entre aller à l'école et voir, franchement, on s'instruit plus, on en va voir un film au plus. L'autre film culte du jeudi 12, mais là c'est à 16h30, Cyril, c'est plus ta cam ou c'est plutôt Xavier? The Bride with Waiter. Je pensais que c'était plus The Bride with Waiter. Moi je pense que je prendrais en prise. Un wuxia, donc en 93, évidemment on s'est déjà tapé pas mal de wuxia. On en avait un peu trop bouffé d'ailleurs. Et en fait, Ronnie Yu, qui avait déjà réalisé un film d'action avant avec Brandon Lee, je ne me souviens même plus comment il s'appelle exactement, qui était pas mal en plus, qui était à l'époque considéré comme des bons films d'héroïque bloodshed. Donc, Rapid Fire. C'est Rapid Fire. Non, c'est pas Rapid Fire. Non, je suis des conneries. C'est pas Rapid Fire. Non, c'était un autre truc qu'il avait fait, mais qui était à Hong Kong. Et en fait, donc les Heroic Bloodshed, c'était tous les films avec des gunfights, un petit peu à la John Woo, voilà. Et donc du coup, Ronnie Yu a travaillé ensuite donc sur ce wuxia, The Bride with Waiter, qui est adapté d'une histoire classique de la culture chinoise, avec Leslie Cheung, enfin feu Leslie Cheung, et surtout Brigitte Lin-Chinxia, qui est l'impératrice absolue, l'actrice number one du wuxia. Voilà, c'est l'actrice qui a fait, c'est une des grosses actrices qui a fait évoluer les mentalités autour de la femme dans la société, de la femme au cinéma, la représentation de la femme au cinéma, la femme forte par excellence dans les films d'action, enfin dans les films anciens, des films d'épée, c'est Brigitte Lin-Chinxia. Voilà, c'est tous ceux qui ont vu, qui sont fans de wuxia sont fans de Brigitte Lin. Voilà, point barre. Donc là, en fait, c'est donc une projection qu'on doit à Splendor Film pour la version restaurée de The Bride with Waiter, avant la sortie en Blu-ray, je ne sais pas quand. Il y a une sortie en salle une semaine après, le 25 décembre. Ouais. Voilà. Et en Blu-ray, je crois que c'est en février annoncé Spectrum Film. C'est Spectrum Film qui sort en Blu-ray. C'est une coédition. Donc Spectrum Film fait la vidéo. Spectrum Film qui fait du très très bon travail d'ailleurs pour les sorties vidéo de films asiatiques. Et du coup, Splendor qui eux sortent beaucoup de films de rétro. C'est grâce à eux qu'on a vu passer il y a quelques années Jack Burton ou The Thing par exemple. C'était grâce à Splendor Film qui sort beaucoup de films. Là, ils sortent Evil Dead 2 en novembre. Voilà quoi, c'est. Voilà. Donc c'est en 4K, c'est ça? C'est en 4K, ouais. C'est la première mondiale de la restauration 4K. C'est la première fois que les gens au monde pourront voir cette restauration
c'est au pif. Voilà, et moi je crève d'envie de voir ça parce que The Bride with Fighter, c'est un film que j'adore. Et c'est une magnifique histoire d'amour avec toute l'esthétique du wuxia années 90, mais transcendée par cette poésie et par cette rencontre d'acteurs. C'est voilà quoi, enfin. Merde, ceux qui savent, dites-leur quoi. Leslie Chung, Brigitte Lecincia, qu'est-ce qu'il vous faut de plus quoi? C'est assez sensuel en plus. Hein. Totalement. Je l'ai revu pour l'occasion et justement les méchants, je mets les entre guillemets, enfin vous comprendrez en voyant le film. Les méchants du film. T'as spoilé un truc. C'est non, vous verrez. Il y a quelque chose d'extrêmement sensuel avec ces méchants. Ok. Voilà. Chacun son kiff. Et du coup, le jour suivant, c'est-à-dire le vendredi 13, qu'est-ce qu'on a bien pu programmer comme séance culte? On s'est pas foulé. On va passer à un Freddy. C'est la classe, merde, je suis désolé. Hein. En fait, j'en avais parlé, j'aurais rêvé passer vendredi 13, le jeudi 12, ou mais je pense que personne n'aurait compris, tout le monde aurait fait genre mais ils sont cons et tout. Donc on a essayé au début, alors je vous donne vraiment le behind the scene, on a essayé de proposer une sorte de sondage, on voulait vous demander de choisir pour votre vendredi 13 préféré, mais au bout d'un moment, le temps manquait, on n'avait pas encore les accords pour Paramount, machin et tout. On savait que le premier c'était sécurisé chez Warner, en plus c'était une copie 35 mm. Puis d'un moment on s'est dit, bah franchement, c'est quitte à en passer un, autant passer le premier. C'est pas forcément plus iconique, mais c'est quand même celui qui a fondé cette saga. Qui, voilà, c'était logique. En plus, en pellicule, c'est quand même cool de voir des films en pellicule. Ça n'a d'ailleurs pas le seul pendant toute cette semaine. Et juste parce que je sais que François ne me croit pas, mais François a fait des petits textes et des petites accroches pour le site web, pour la news. Et il a fait une phrase que plus je la lis, plus je la trouve drôle. Pour parler de ça, il a écrit: venez donc découvrir comment toutes ces histoires pas possibles ont commencé. Et je trouve que c'est tellement. Parce que les vendredis 13, c'est quand même n'importe quoi niveau scénario. C'est pour ça qu'on aime les vendredis 13. Et voir comment tout ça a commencé. Voilà. Et je sais que François, tu ne me crois pas quand je te dis que je trouve cette phrase très très drôle, mais je trouve vraiment cette phrase hilarante. Parce que je pense qu'on ne peut pas résumer autrement que ça vendredi 13. Donc c'est cool. Je ne veux que ton bonheur. Je ne veux que ton bonheur. C'est les et je tiens à préciser un détail: 35 mm. Ouais, 35 mm en VOST. Et on m'a annoncé une qualité de copie genre 4, ce qui est pas ouf, mais du coup ça fera un petit côté grind 4 sur combien 4 sur 5. Ah bah ça va. Ouais, mais c'est en 35. C'est en 35 pour son fou, c'est en 35. Qualité 4 c'est pas forcément ouf, mais bon, si la Warner nous permet de la passer, c'est qu'elle est encore exploitable. Franchement, rien que pour le kiff de dire que tu regardes vendredi 13, un vendredi 13, voilà. Vendredi 13, voilà. Avec des gens de bon goût, voilà. De bon goût et en pellicule comme à l'époque, voilà quoi. Si vous avez vu la dernière saison de American Horror Story, bah vous serez en plein dedans. Oui. L'autre film qu'on passe en 35 mm en séance culte, c'est Battle Royale. Qui va en parler entre Xavier et François du coup. Comme tu veux, François, vas-y François. Vas-y. Je veux bien. Le Battle Royale, donc sorti en 2000. C'est ça. J'ai vu Battle Royale, je me suis dit putain, ce siècle, ce millénaire va être complètement taré, ça va être complètement fou. Mais j'ai pas vraiment retrouvé de films aussi violents, aussi radicaux, aussi dingues que le dernier long métrage officiel de Kenji Fukasaku, vu qu'il n'a pas pu terminer Battle Royale 2. Je l'ai revu pareil pour l'occasion, mais qu'est-ce que c'est bourrin, quoi. Qu'est-ce que c'est politiquement incorrect, rentre dedans. Enfin, c'est un bonheur. Enfin, moi j'adore Kenji Fukasaku, toute sa filmographie, toutes ses périodes, et ouais, c'est le dernier film idéal en fait. Je sais pas si vous partagez ce point de vue, mais c'est Fausto d'ailleurs qui a proposé cette idée. C'est vrai que ces fameuses histoires de films un peu gris, comme on disait la dernière fois, l'année dernière dans le PIFCA sur la programmation, ils sont pas assez vieux pour être montrés à la cinémathèque. Et ils sont peut-être pas assez récents pour que les gens les aient forcément vus en salle. J'en ai parlé un petit peu au bureau avec des stagiaires qui ont entre 25 et 30 ans. Des stagios, on dit. Des stagios, et eux, ils avaient genre 6 ans ou 4 ans quand c'est sorti. Donc ils l'ont pas vu en salle. Et en fait, c'est surtout qu'en France, pour le voir, c'est un DVD. Tu n'as rien d'autre. Alors, il n'y a pas de Blu-ray qui existe, il n'y a que du DVD. Donc si tu veux le voir dans une qualité Blu-ray, tu es obligé de bien t'y connaître en anglais et de te taper le haro. Mais si jamais t'es pas suffisamment bon en anglais ou que t'as pas envie de te faner un film japonais sous-titré en anglais, bah non, tu n'as qu'un DVD. Et très honnêtement, moi qui ai pu déjà voir à l'époque Battle Royale en salle, putain, mais c'est juste la salle quoi. Là, voilà, faut pas le voir autrement. Je vais faire de la pub un peu bateau, mais
Tarantino avait fait son classement de tous les films depuis l'histoire du cinéma et il le mettait premier. Voilà. C'est pour lui le plus grand film de l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai, je crois que Stephen King a beaucoup aimé aussi. Non, c'est un peu bateau, mais ça m'a fait marrer de dire que sur toute l'histoire du cinéma, pour un mec aussi cinéphile que Tarantino, dire que c'est Battle Royale, moi j'étais un peu content. Je me suis dit, tiens, il n'a pas sorti Les Éternels, tu vois, Citizen Kane, machin et tout. Il a dit Battle Royale. Je me dis, chapeau. Et je tiens aussi donc tout est génial, quoi. Je tiens à pousser le vice aussi sur le côté. Vous l'avez toujours vu en DVD. Nous, on va le passer en 35 mm. Voilà. Et même si j'ai déjà vu à l'époque en 35, j'y retournerai le voir. C'est sûr, on va tous y retourner, quoi. Ouais. Ce sera le dimanche à 17h, le dimanche 15 à 17h. Le lundi à 17h, pour le coup, il y aura Théâtre de sang de Douglas Eccles. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça a été un de mes œils du pif dans l'émission spéciale UK. Quelque chose, du coup, là, Véronique. J'adore ce film. C'est un film avec Vincent Price que je trouve génial et qui est particulièrement étonnant dans ce film parce qu'il est très drôle. Il y a beaucoup de surprises dans ce film. On va pas dévoiler, mais bon, même si on devine un peu. Et c'est aussi très, très gore et assez... c'est beaucoup d'humour noir, en fait. C'est très surprenant. C'est une méchanceté. Putain, ce truc. C'est incroyable. Voilà. C'est le fantasme, je pense, de tous les artistes qui ont eu des articles écrits sur eux. C'est ça. Et surtout, n'oubliez pas Diana Rigg aussi. Ah oui. Ah. Voilà. Elle est magnifique. Ah, mais toujours. Et le dernier film culte, c'est le mardi à 16h30. C'est Emprise, le premier, je crois, le seul film de Bill Paxton, je crois, il me semble. Non, il en a fait un autre film sur le baseball après. D'accord. On va dire le seul film bien de Bill Paxton. Ouais. Voilà. Et Bill Paxton, donc un acteur qu'on aime beaucoup, acteur fétiche de James Cameron, qu'on a vu dans beaucoup de films et qui passe ici à la réalisation et qui, pour un premier film, ne prend pas la simplicité de faire un film qui va dans le sens de tout le monde. Il fait un film qui laisse un sale goût dans la bouche. C'est un des rares films où, en sortant de la projection, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je viens de voir? Et j'avais même mal interprété le film la première fois que je l'ai vu. Et quand quelqu'un m'a mis un peu en lumière, parce que j'aurais dû vraiment comprendre, j'ai fait putain, mais en fait, le film est encore mieux ou pire, ça dépend comment on le prend, que ce que je pensais. Et ce film est pas connu, c'est un peu comme Vorace la dernière, c'est un genre de film, on se dit mais merde, pourquoi ce film-là qui a pourtant Matthew McConaughey dans le casting, il y a Bill Paxton, pourquoi c'est pas connu alors que c'est une petite pépite et qui franchement va vous laisser. C'est le genre de film qui fait. Tu sors de là, tu fais. Putain, la vache et tout. Quoi. Je sais pas ça avait pas mal divisé au moment de la sortie, justement. C'était l'époque où Matthew McConaughey n'était pas encore tant à la mode qu'aujourd'hui, en fait. Il avait fait Reign of Fire ou pas encore à l'époque Non, c'était après, avant, je crois. C'était avant, ouais. Enfin, le Reign of Fire, c'était après, du coup. Ouais. Oui, Reign of Fire était après. Est-ce que ça a vraiment lancé sa carrière, Reign of Fire? Mais c'était l'époque où c'était un espèce de playboy, en fait. C'était pas encore True Detective, Mud, Jeff Nichols, etc. Quoi. C'était vraiment. Et là-dedans, il est excellent, quoi. Il fait du True Detective avant l'heure, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, sur du film fantastique horreur, Matthew McConaughey, c'était Massacre à la tronçonneuse, quoi. Donc, ah ouais, non, mais ça, ouais. Tu vois, si tu t'y allais pas confiant. Moi, je l'avais vu en rétrospective, c'était Gérard May, encore à l'époque. Ou Avoriaz, je sais plus, enfin il était passé et du coup il y avait une reprise. C'était Gérard May, je veux dire, en 2000. Avoriaz, c'est 93 l'année dernière. Ouais. Et du coup en fait ils avaient fait la reprise Gérard May et que j'avais été Paris, voir. Tu veux dire à Paris. Ouais. Et du coup je m'étais enquillé plein de films. Je me souviens il y avait Jeepers Creepers. Enfin c'était une super année. Je m'étais enquillé que des films comme ça. Ça pourrait être un film d'ailleurs typiquement de cette zone un peu grise. Tout à fait. Ouais. Et du coup quand je me suis tapé en prise, moi j'y suis allé en mode bon tiens je vais mater ça. Je le sentais pas. Voilà. Franchement je le sentais pas en prise. C'était chafouin ce jour-là. Et putain je suis sorti en me disant mais c'est le meilleur truc que j'ai vu quoi. Le meilleur. Voilà, vraiment, ça m'a marqué cette séance-là. Mais je m'en souviens encore. Je me souviens encore avec qui j'étais, où c'était à ce niveau-là. Il faut essayer de pas trop en savoir, je pense en plus. Alors, c'était un certain Nicolas Lertig. Voilà. Je vous écoute, Nico. Hein. Voilà. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et donc nous allons parler de la cérémonie de clôture du PIF. On n'y est pas que c'est déjà fini, regarde. Du coup, cette année, ce sera le mardi soir, donc le mardi à 19h30. Donc on espère que vous serez quand même là avec nous pendant les 7 jours parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On vient de vous le raconter. François, c'est quel film qui clôture le PIF cette année ? C'est une merveille qui s'appelle... merde. N'importe quoi. Il a dit merde. C'est une merveille. Dogs Don't Wear Pants, un film finlandais / laiton. Alors comme ça fait pas envie parce que vous êtes des salauds qui n'aiment pas ce genre de cinéma-là. Mais c'est
c'est une merveille. Enfin, ça fait beaucoup de fois qu'on dit ça, mais en même temps, moi je suis très content. Dans cette sélection du PIF, il y a énormément de mes films préférés de l'année. Et Dogs Don't Wear Pants est dans le top 3, facilement. C'est un film qui part sur un sujet en plus qui est un peu intimidant. C'est l'histoire d'un veuf qui a perdu sa femme dans un accident il y a 10 ans, qui est resté seul avec sa fille et qui est éteint, qui est mort à l'intérieur, quoi. Et un jour, par hasard, il bat l'inode dans un endroit où il ne devrait pas être, et il tombe sur une dominatrix qui le fouette, qui le punit de son intrusion, et cette expérience réveille des choses en lui. Voilà, je vais pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est un film, pareil, on parlait de bonne distance tout à l'heure par rapport à un sujet, là c'est une distance qu'on ne soupçonnait même pas, qui est à la fois scabreuse, qui embrasse vraiment ce sujet-là sans tortiller, quoi, et qui en même temps a une émotion, une justesse, une sensibilité à fleur de peau, et qui... Moi, j'étais très surpris que Cyril veuille le mettre en film de clôture, mais pour te paraphraser, Cyril, tu m'as dit, moi je veux que les gens finissent sur une belle sensation, et c'est ce qu'est ce film. C'est la magie d'un festival, c'est un peu comme un film, je vois ça comme un film, il y a un début, un milieu, une fin, et un film, même s'il est moyen, je ne sais pas que le film est moyen, mais si la fin est mortelle, tu gardes finalement un très bon souvenir du film. Et ben là, je pense qu'on a fait un bon festival, mais les gens sortant de Dogs Don't Wear Pants vont avoir... ce petit sentiment pas de joie, mais je peux pas dire pourquoi, mais il y a un truc qui fait que le film, tu sors, t'es content en fait, et du coup je pense ce qui va rester dans l'esprit des gens pendant un an jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au prochain festival. On finit sur un feu d'artifice à une fête, quoi. Pas comme ça, mais on peut pas dire pourquoi, mais en sortant, vous allez voir, en sortant, les gens diront ah putain, c'était quand même bien, bordel, quoi. Et surtout, ils se diront je reviendrai. Ça va à l'endroit où tu t'y attends le moins, et ça le fait de façon tellement évidente, tellement belle, tellement juste. Surtout, tellement c'est beau, c'est super beau le film, visuellement à tomber, quoi. Les acteurs sont géniaux. Et pour être tout à fait complète, je vais aussi vous parler de la séance Climax, en fait, qui est le vendredi 13 à 9h. Je vais voir si tu allais y penser. Mais et en fait, c'est une séance qui est ouverte au public et qui est gratuite. Donc, on vous invite vraiment à venir. C'est hyper intéressant. En gros, c'est Climax, ils font une sélection de 5 scénarios de genre. Et donc, lors de cette séance, en fait, il va y avoir les finalistes, donc les 5 finalistes qui vont pitcher leur scénario. Et ils ont été départagés, en fait, par un jury. Et cette année, le jury, c'est l'équipe de Girls with Balls. Donc, Olivier Afonso, le réalisateur, Louise Blacher, la comédienne, enfin une des comédiennes. Qui dit d'ailleurs la dernière c'est production. Vrai. Jean-Luc Cano qui est scénariste, Amélie Grossier, chef maquilleuse, et Nicolas Herlin qui est maquilleur d'effets spéciaux et animatronicien. Et en fait, justement, à l'issue du prix, ça se dit François, qui nous t'entend ricaner. Non. À l'issue de la remise du prix, il y aura une masterclass fabriquer un film de genre de A à Z, un cas pratique avec l'équipe du film Girls with Balls. Donc si vous avez vu le film l'année dernière au PIF, ou si vous l'avez vu depuis sur Netflix et que vous avez des questions, et je pense qu'on va pas mal parler effets spéciaux vu les invités qui sont là. Surtout galère de fabrication de film, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'était ça peut être vraiment intéressant. Effectivement, quand on nous a proposé qui pourrait être le jury, quelle équipe de film pourrait être le jury, parce que c'est Jean-Yves et Mathilde Arnaud qui sont les initiateurs de Climax, hein, on l'a pas dit, mais c'est à la base un projet qui est leur et qu'on héberge au PIF. On est très contents et tout, mais c'est vraiment un projet à la base de leur côté. Ils sont même scénaristes, et donc c'est eux qui portent ça depuis 4-5 ans maintenant là. Et du coup, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu pensais comme une équipe pour et j'ai dit Girl with Ball, là dans le genre. Ils ont eu pas mal de galères, ils sont arrivés à faire le film. Finalement, il est sur Netflix, il a été hyper vu et tout. Du coup, c'est les personnes parfaites pour cette situation-là, quoi. Tout à fait. Je pense que vous savez tout sur cette 9e édition. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Cyril ? Je regarde un peu tout ça. Donc, il y a des reprises cette année, c'est la petite nouveauté. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, mais 4 films vont être rediffusés à midi le jeudi, vendredi, lundi et mardi. C'est souvent des films de la veille, mais des fois qui étaient en compétition. C'est le cas de Mortuary Collection, par exemple, et ICU. Et One to Just Time, ce n'est pas le cas du film d'ouverture qui n'est pas en compétition. Ouais. Et juste pour information, on ne peut pas voter pendant ces séances de reprise. Le vote se fait uniquement sur la première projection du film. Comme toujours, le PIF est pensé comme un festival qui se veut plus ramassé que ce que les autres font. C'est pas qu'on n'aime pas ce que les autres font, mais l'idée c'était de dire en une semaine, tu puisses tout voir. C'est que dans d'autres festivals, il faut choisir entre 2 films. Et moi, en tant que spectateur, j'aime pas ça, j'aime pas avoir à choisir. Là, le but c'est
on te prend par la main le mercredi soir, on te rend à tes parents le lundi soir, et entre les deux, tu t'es pris une décharge d'images complètement folles, des cours, des longs, des remises de prix, des rires, des larmes, et je pense une sélection qui cette année, on et un public, on va bien le pâter. Et un public fidèle, et du coup aussi l'intérêt d'avoir des séances uniques entre guillemets, c'est que les gens se retrouvent et on que joue ça le film crée en même temps, le même film, voilà. Ils peuvent en parler ensemble après. Body, les gens en parlaient beaucoup encore après derrière, voilà. Donc là cette année, voilà. Venez nombreux à tout, même la séance de minuit, vous n'en reviendrez pas de vos yeux. Non mais vraiment voilà, je sais pas, je vais laisser, je parle beaucoup, Xavier, Véronique et François, je vais vous laisser dire aussi un truc. Moi je suis effectivement très content de la sélection, voilà, ça a été beaucoup de taf, et vraiment vous dire que on vous a vraiment récupéré la crème de la crème, c'est vrai, hein, franchement c'est vraiment la crème de la crème. Et moi je suis pour que les gens manifestent leurs opinions sur les films entre les séances, quand ils nous croisent, qu'ils nous disent est-ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, surtout s'ils ont aimé. On fait ça, comme je le répète encore une fois, bénévolement. Et en fait, le but, c'est quoi l'intérêt de se prendre la tête pendant 6 mois à organiser ça? C'est aussi parce qu'on est des gens qui adorons parler. Pourquoi on fait le Pifcast? C'est parce qu'on adore parler de cinéma, on adore partager, et que quelqu'un nous ait dit après avoir vu un film au Pifcast ou au Pif, ça j'ai aimé ou pas aimé des fois, hein, c'est pas, on n'a pas les goûts absolus, mais ça nous fait plaisir de voir que ce transfert, ce partage, ça a apporté ses fruits. C'est aussi simple que ça. On fait ce festival parce qu'on aime parler de ce qu'on fait, de on vit pour le cinéma. Je pense que nous tous on est des passionnés de cinoche, on bouffe de la péloche. Là, mais voilà, la péloche, mais un peu moins maintenant péloche, mais voilà, pour dire que c'est notre seul carburant, c'est que vous avez pris du plaisir. Et quand on voit vos messages, je dis ah putain, j'attends le Pif là, toute l'année et tout, ça nous fait plaisir. On se dit on fait pas ça pour rien. Je peux vous dire que des fois on souffre en voyant certains films. Mais on n'est pas une entreprise, hein, vraiment. Certains, c'est leur métier d'organiser des festivals. C'est pas un truc que je dénigre. Hein, c'est un métier qui prend c'est quand même compliqué et tout, quoi. Nous, c'est vraiment, et pourtant c'est pas rien. C'est comme du boulot, mais ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Je sais pas, François, toi qui as rejoint l'équipe un peu sur la femme, ça fait 2 ans que tu bosses avec nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est que du plaisir, que du bonheur. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 5 de mes films préférés de l'année dans la sélection. Je ne dirais pas lesquels. Dont Vendredi 13. Dont Vendredi 13. Non, de cette année. Okay. Mais quoi qu'il en soit, tous les films qui ont été programmés là, j'ai tous envie de les voir sur grand écran avec du public en fait. Justement parce que c'est bien, on a cette partie entre nous, on échange, on parle, c'est très marrant. Moi j'adore ça, hein, les conversations hangout où on se fait des. Alors après c'est pas pro, hein, mais on fait parfois des live tweets pendant les films. Et oui, j'aime beaucoup, mais le kiff absolu, c'est de voir un film que t'as adoré, que t'as défendu, sur lequel t'as débattu de l'opportunité, de la pertinence de le programmer ou non, et de le redécouvrir en fait. Moi, ça m'avait fait ça l'an dernier avec Ouija, le voir en public, c'était un truc incroyable, quoi, et de voir les réactions des gens, même les gens qui étaient sceptiques, tu vois, des gens de l'équipe de MAD, je ne le citerai pas, mais voilà. Comme toujours, on n'a pas des goûts absolus, voilà. Vous pouvez très bien ne pas aimer, mais au moins sachez que voilà, on en a vu beaucoup pour arriver à ça. Et on estime que c'est quand même le tamis, comme disait Xavier, la crème de la crème. C'est vraiment. Il y a des films qu'on n'a pas pu avoir aussi parce que c'est des fois pas possible. Les films sont en train d'être vendus pour la France et c'est pas possible de les avoir. On vous citera pas les films en question parce que ça n'a pas d'intérêt, mais des fois il y a des trucs qu'on n'a pas pu avoir, mais c'est pas grave. On est très content de ce qu'on a. Hein. C'est pas un truc au rabais, c'est vraiment des premiers choix à chaque fois. Voilà, on a quand même vu 600 bordel quoi. Donc, merde, non, puis Nicolas Cage en ouverture quoi. Anarchie. Ça c'est la classe. Et Richard qui revient, Stanley qu'on adore et qui revient présenter son grand retour en force parce que comme tu disais on y croyait plutôt à son retour et je dis à CJ, j'étais en sortant, j'ai fait putain mais c'est mortel. J'allais un petit peu à tâtons parce que les photos donnaient pas spécialement envie quoi. Mais j'ai fait mais non mais c'est génial quoi. Richard, Nicolas, ok. Mais Lovecraft surtout. Ouais, Lovecraft, non, mais pour ce que j'ai dit aux autres. Non, Nicolas d'abord. En sortant de la projection, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit à Xavier et François. J'étais donc sorti de CJ, j'ai fait les gars, c'est mortel, c'est aussi bien que From Beyond, et c'est même limite sans l'atteindre. Presque du niveau de The Thing, quoi, je leur ai dit. C'est pas non plus The Thing, faut pas déconner, mais From Beyond, c'est aussi bien que From Beyond, mais ça atteint presque le niveau de The Thing. Moi, tu m'as déjà eu à From Beyond. Ouais, mais From Beyond, on l'adore déjà, quoi. Avec Dagon, tu m'avais déjà. Puis Nicolas Cage, il est dément dans ce film. Toi, t'es un Mandy sceptique. T'es pas Mandy compatible. Mandy sceptique. Quoi tu es Mandy sceptique. Ah oui, moi, je déteste Mandy. Après, j'adore la musique, mais je trouve que ça faisait trop fabriqué, ça faisait trop. Ouais, on l'a déjà dit, mais je trouve que Mandy fait trop self-conscious dans son culte. Regardez, je fais des trucs
bizarre. Mais c'est faux. Je te mets c'est Nicolas Cage faux. en slip qui fait qui gueule et tout. Mais avec des c'est tronçonneuses. génial, mais c'est la vie. Et Et je vois trop les mecs qui écrivent, alors que là, Stanley, c'est un true believer, il y croit à fond. Et il y a quand même des moments où Nicolas pète les plombs. Hein. Oui, Enfin, justement. c'est pas ça que j'ai retenu. Moi, j'aime bien Nicolas Cage, mais je suis pas dans le délire de Nicolas. Parce que moi, j'ai vu des mecs dans la salle quand je regardais le film. Nicolas Cage, ils disaient il était tout content, il jubilait. Je dis c'est bon, calme-toi, c'est juste. Mais je sais pas, il y a limite les gens vont voir du film parce qu'il y a Nicolas Cage. Voilà, il est très bien, mais oui, c'est pas pour ça que je te j'ai confirme. film, Je te confirme. Ouais. Toi, tu l'aimes parce qu'il est très un alpaga, c'est pour ça que. Non, mais il traîne dans l'alpaga d'un air concupissant, tu vois. Et après, il boit son lait en disant j'étais mort de rire. Et après, Je pense que c'était l'argument qui me manquait pour donner envie aux gens de venir voir ce film-là. On va faire une séance complète là. Non, il y a des purs effets et il y a des moments. À un moment, je sais dans le film, ça va hurler dans la salle. Je dis pas quoi, mais je serai dans la salle pour écouter à ce moment-là. Ouais, bah, deux, trois moments même. Ouais, mais j'en pense vraiment à un, parce que la CG, ça a hurlé, et je me dis, tiens. Bon, on redit quand même que c'est du 11-17 décembre Max Linder, et donc The Color Out of Space, l'ouverture, c'est le 11 à 19h30, donc c'est là que le mercredi à 19h30 que commence le festival, et après ça ne s'arrête plus jusqu'au mardi soir suivant, et on sera tout le temps là, donc la prochaine fois vous nous entendez, la prochaine fois que vous entendez nos voix, c'est au Max Linder, en vrai. Voilà, donc venez nous voir, venez voir tous les films, voilà. N'hésitez pas à dire salut Véro à Véro. Oui, c'est vrai qu'elle adore ça. J'adore. Bah là, ça fait 1h30 quasiment, on peut couper. On se donne est-ce qu'on peut réserver dans une semaine comment on acquiert les places, et dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Voilà. Et pas de musique de fin, et voilà, c'est ça. On a oublié, on va le dire. Hein. Non, parce que ça s'appelle le Pifcast, et c'est vrai qu'une fois par an, ça parle du pif. Voilà. C'est vrai. Ouais, on aurait pu passer du quai de bouche, mais non. Oh putain, la private joke de ouf. Ça, c'est un jour on racontera l'histoire, parce que l'année prochaine c'est les 10 ans du festival, mais un jour on écrira un bouquin sur on parlera de pourquoi Kate Bush a été cité à l'instant et pourquoi ça veut dire beaucoup de choses en fait. Pour 3 personnes ici, il est vicieux ce François quand même. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci François d'avoir utilisé ta connexion internet et bravé la neige chez toi. Oui, il faut expliquer dans la vie où il était. Il n'est pas avec nous physiquement, François. Il est à l'Alpe d'Huez là. Voilà. Et ouais. Et il neige. Et tempête de neige même. Je regarde par la fenêtre là. Oula. Je vais pas aller me faire un flipper après. Dans la cave de Manouise, il n'y a pas de tempête de neige. Pas du tout. Eh bien. Un grand merci à vous. Merci. Merci.